téléphone, pas possible, je me suis remarqué. Je vais servir en fait. Il va décrocher un peu. Voilà. C'est le quatrième qui Ah ouais, ah. Il est chaud là, il est chaud. Est-ce que les légumes se font cuire moins longtemps que la viande? Vous avez un bon boucher, la viande fond dans la bouche. Vous me donnerez son adresse? Mais comment fais-tu? Il n'y a pas de gras dans le bouillon. Les os à moelle, tu les fais cuire à part? 30 et 20, 50 et 50 qui font 100, je vous remercie. Voilà, merci bien. Après, à qui le tour, s'il vous plaît. Allez-y, combien j'en mets? Combien j'en mets? 1 kilo? Pas sûr qu'on trouve notre bonheur là-dedans. Elle a une drôle de tête, cette petite rate, quand même. Je peux avoir ça, madame? C'est enfin le... Merci, il y en a 2. Bon, la ciboulette. Ah oui, mais ça, dites-donc, c'est beau, ça. Ça arrive, on vient de le cuire. Vous avez l'estragon, la sauge, la ciboulette, l'oseille, la menthe, Je pense 2 bottes comme ça. le coriandre, la verveine. Il n'y a pas que du croc qui se décarcasse. Je vais prendre la noire, par contre. Elle est malade? Madame là. Ah, moi, je vous dis franchement, quand on peut se servir, je choisis. Ferme. Bien ferme. Bonjour, madame. Je voudrais des carottes pour mon pot-au-feu et puis des poireaux. Voilà. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Alors, aujourd'hui je voudrais un pot-au-feu, dites donc. Oui. On va... Qu'est-ce que vous aimez comme morceau? bah, là, je vois que vous avez du plat de côte. Oui. D'abord le plat de côte, là il est bon comme tout. Hein. Oui, on va prendre tout ce morceau-là. Tout ce morceau. J'aime bien faire je suis pas manqué avec derrière. Bon. Voilà. Et puis je vais prendre alors, le tendron, c'est un morceau que je connais pas. Mais le tendron, c'est la continuité du plat de côte. Vous avez le plat de côte qui est ici, le tendron est de l'autre côté, c'est le tendron comme le tendron de veau ou... Et c'est pas... Ça vient de un peu filandreuse. Oui, mais pas sec. Ah, du tout. Du tout. Du tout. C'est un peu filandreux, mais ce n'est pas sec. Bon, eh ben, j'en voudrais un petit bout. Je vais le goûter. Un Je morceau connais pas simplement? ça. Oui, exactement. C'est un peu entrelardé, alors ça fait... Voilà.
Je vais prendre un beau morceau de paleron. Du paleron. Un beau paleron. Voilà, du paleron. Donc, Oh là là, qu'il est beau. Ah oui, oh. magnifique, hein. Un Il est un haut peu persillé persillé, comme ça. persillé pour faire un pot-au-feu, c'est délicieux. Ou alors on peut le faire comme un bœuf aux carottes. Vous faites un bœuf aux carottes, ou vous faites un braisé aux oignons, vous faites ce que vous voulez. On peut laisser rassir, c'est des viandes qu'on peut laisser rassir. On doit laisser rassir le bœuf, il n'y a rien à faire. Il faut qu'il y ait 5-6 jours d'abattage. Et dans du Vous laissez boudin. rassir chez vous. Ah, toujours. Même pour le pot-au-feu, il faut laisser rassir la viande. Toutes les viandes rouges. Vous passiez du bœuf, vous passiez dans le mouton, tout ce qui vient de rouge, il faut le laisser rassir. Eh ben, je vais prendre un beau morceau de paleron. Un bon morceau, comme je vous entends. Oh oui, comme ça, oui, c'est bien. Comme ça. Il y en a quoi, 1 kilo là? Là, vous en avez 1,2 kg, environ 1,3 kg. Ok, oui, ça me va. Oh là 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 là. Voilà. Je fais le pot-au-feu en 2 fois. Je fais d'abord un consommé. Pour faire un consommé, qu'est-ce que vous recommandez comme viande? C'est une viande toute simple, hein, mais il faut que ça ait du goût pour faire un bon consommé, quoi. Vous pouvez mettre dans le consommé que vous faites au départ, vous pouvez y mettre une nourrice, vous pouvez mettre. Ah oui, une nourrice, oui. ou C'est alors- quoi de nourrice? La nourrice, c'est l'os. C'est la rotule, si vous préférez. La rotule du bœuf qui se trouve dans la tranche grasse. C'est un os qui nourrit 3 muscles, c'est pour ça qu'on appelle la nourrice. Vous voulez, vous en voulez un morceau? Un os? Oui, Hein? vous pouvez me le montrer, ça vous embête pas? Pas du tout. Voilà. Ah, c'est ça. Voilà la bête. C'est la rotule carrément du bœuf. Hein. Et là, vous avez 3 muscles qui démarrent. Là, vous avez le plat de tranche grasse qui est ici. Ça, c'est le rond de tranche grasse. C'est le morceau où l'on fait Le roast beef. le roast beef ou le faux tourneau, le rond de tranche grasse. Et le mouvin. Le mouvin, c'est un morceau de roast beef qui est délicieux. Parce que c'est le- Et donc il y a l'os là-dedans. Là, vous avez un os ici. Voilà, c'est la rotule. Ah oui, carrément. oui, oui, oui. La nourrice, c'est pas de la viande chère. Ça, c'est une viande, on vend ça 3 francs une pièce. Uniquement pour faire ce que vous en faites, voilà. Et vous me donnerez un petit peu d'os à moelle. Dans ce mois. Alors, monsieur, moi j'aime pas qu'il soit, j'aime bien qu'il soit taillé 2 doigts. 4-5 cm, vous voyez, pour qu'on puisse quand même rentrer le couteau dedans. Hein? Vous pouvez couper sur place, vous coupez à la demande. Ah bah oui, ça c'est bien. Là, je vous le taille comme vous voulez. Oui. 2 doigts à peu près. Ça ira bien comme ça? Oui. Voilà. Voilà les hommes, voilà. Oui, moi j'aime bien quand c'est coupé comme ça. Je trouve que Bien c'est sûr. plus pratique à cuire d'abord, et puis on peut mieux retirer la moelle, non? Vous avez jamais essayé de faire des croûtons de pain à la moelle? Si. Vous mettez dans le bouillon. C'est bon, Vous hein? le sortez, Ouais. vous coupez votre crouton. Il faut le faire rassir le pain. Bien, vous prenez une lame de couteau, vous levez un peu de moelle, vous la tartinez sur votre crouton, vous salez, vous poivrez, vous passez au four. Et ensuite, lorsque vous mangez votre pot-au-feu, si vous mangez il y a des gens qui mangent que le pot-au-feu, il y en a qui mangent le bouillon du pot-au-feu. Au lieu d'y ajouter des pâtes ou quoi que ce soit, vous y mettez le crouton de pain à l'intérieur. Ah, c'est une bonne idée. Comme une soupe de poisson. Ah oui? Et c'est délicieux. Putain, pour le foie, c'est peut-être pas l'idéal, hein. En fait, c'est délicieux. Oui, mais enfin, on n'en mange pas tous les jours. On mange pas tous les jours. Qu'est-ce que vous voulez faire? Quand on a un bon boucher, on est sauvé. Merci. Excusez-moi, est-ce que vous auriez la gentillesse de me garder la rate de bœuf? Oui, pas de problème. J'aurais voulu un peu de grenaille. 1 kilo. Oh oui. Elle ne paye pas de mine comme ça, mais c'est parce qu'elle n'est pas lavée. Vous voyez, dessous, elle est impeccable.
J'avais vu. Je voudrais 2 têtes, 4 têtes d'ail pendant qu'on y est. Voilà. On va mettre 2 blanches et 2 violettes. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que c'est la différence? Eh bien, le violet se conserve plus longtemps. Ah bon? Ouais, d'après des paysans. Ah mais il y a encore des paysans. Ouais. Non, les gros, c'est un peu C'est bien une rate de bœuf. Oui. Vous allez la farcir. Non, 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 je veux rien faire, c'est pour mettre dans mon pot-au-feu. Ah, ok. Parce que ça donne du goût au bouillon. Bah oui, qu'on en apprend tous les jours. Ah oui, oui, une rate de veau, une rate de bœuf dans un pot-au-feu, ça donne, ça le colore, ça évite de mettre de l'oignon, et ça donne vraiment du goût. Ça régale le chat après. Ah mince, j'ai pas acheté de joues, j'ai oublié. Combien voulez-vous? Une, c'est bien. Oh, un tour de marché, alors. Que c'est fatigant. C'est fatigant, mais c'est tellement agréable, c'est tellement gai d'aller au marché que ça vaut bien une petite fatigue. Alors, moi, quand je reviens du marché, je fais tout de suite un petit truc. C'est pas un conseil que je vous donne, mais c'est quelque chose auquel je ne résiste pas du tout. Je me tape un petit coup de blanc ou un petit coup de rosé, ça dépend où je me trouve, pour me remettre en forme, parce que j'ai l'impression que ça m'a un petit peu usé. Ça m'a usé et réjoui. Alors voilà. Ne dites pas, hein. Gardez ça pour vous. Ça requinque. Et puis tout de suite après, je déballe. Alors les légumes, les navets, les poireaux, ne les mettez pas dans le frigidaire. Pas dans le frigidaire. Mettez-les plutôt dans le bac à légumes, ou mieux, dans une pièce fraîche. Et encore mieux, utilisez-les tout de suite. Dès l'instant où un légume va traîner dans un panier, même dans un bac à légumes, c'est la petite vacherie du légume. Paf, les vitamines s'en vont. Et il ne faut pas se laisser prendre à ça. Donc, toujours, on prépare les légumes le plus tôt qu'on les a ramenés du marché. Les viandes, ne les mettez pas dans des boîtes hermétiquement closes, car la viande, il faut que ça respire. Donc, ou bien vous les laissez emballés dans le papier du boucher, par exemple, ou bien vous les mettez dans des torchons. C'est fragile, hein, l'os à moelle. Ça prend vite un goût. Alors, si dans un réfrigérateur, vous avez un morceau d'oignon ou un bout de melon, je peux vous dire que c'est une catastrophe. Pour le beurre également. Voilà. Alors, c'est emballé et c'est tranquille. Et maintenant, c'est terminé. Je vais pouvoir commencer à préparer mon pot-au-feu, le pot-au-feu premier de la famille des bouillies. Le pot, c'est probablement le premier récipient que l'homme ait inventé dès qu'il a eu découvert le feu. Parce que bon, 2 silex, il frotte, ça commence à flamber, il faut bien mettre quelque chose dessus. Donc il a dû tourner en terre un gros pot pour pouvoir mettre à bouillir d'abord de l'eau, des plantes, des baies, des racines, enfin tout ce qui servait à son alimentation, et puis peut-être même de la viande finalement. Allons savoir, il a peut-être fait un pot-au-feu de mammouth, on ne sait pas. Donc pendant des siècles et des siècles, la base de la cuisine c'était ça, c'était le pot qu'on mettait sur le feu, d'où d'ailleurs l'expression mettre le pot au feu. D'ailleurs on retrouve dans toute la cuisine traditionnelle, régionale, campagnarde, le même mot pot. Il y a pot au feu, il y a poté, il y a hoche-pot, il y a poule au pot et il y a même potage. Donc on se servait d'un grand récipient pour mettre tout ce qu'on avait à faire cuire et à faire bouillir. C'est vous dire si c'est simple. Le pot-au-feu, il n'y a rien de plus simple. Dès l'instant où vous savez faire bouillir de l'eau, vous savez faire le pot-au-feu. C'est pas plus compliqué que ça. Le pot-au-feu, ça a été pendant des siècles et des siècles un plat très populaire, un plat de ménage, comme on dit. C'était d'ailleurs un plat tout à fait bon marché, parce que même encore maintenant, d'ailleurs, c'est pas un plat très cher. Parce que, bon, les morceaux simples, comme la joue, comme la queue, ça vaut entre 22 francs, 25 francs le kilo maximum. Puis si vous voulez des morceaux un petit peu plus riches, alors effectivement on arrive à 35, 38, 40, 45, pas au-delà de 50 francs le kilo, et on peut évidemment le faire moins cher dès l'instant où on s'organise pour assortir la viande, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc finalement pas très
cher. Bon, ce plat traditionnel a été un petit peu remplacé maintenant par le steak pomme frites, mais ça a été notre plat français national pendant très longtemps. Pourquoi? Parce qu'on pouvait se servir des bas morceaux. Alors effectivement, maintenant, les bouchers regrettent un petit peu la disparition de tous ces plats dits de ménage. Bon, il y a beaucoup de célibataires, il y a l'éclatement des ménages, l'éclatement des foyers, ce qui fait qu'effectivement, ils vont surtout les morceaux à griller ou les morceaux à rôtir. Je voudrais vous dire quelque chose, c'est que bas morceau, ça ne veut pas dire morceau ordinaire, ça veut dire morceau situé dans le bas de la bête, et ça on ne le sait pas assez. C'est pas péjoratif, bas morceau, c'est ce qui existe, la bête est faite comme ça. Alors, donc, les riches, dans le pot-au-feu, souvent, ont apporté des améliorations. Moi, je dirais des fantaisies. Si vous voulez mettre une poularde de Bresse ou un saucisson de Lignon dans un pot-au-feu, ça reste une fantaisie. C'est pas ça, la tradition. La tradition, c'est le bas morceau et c'est du bœuf. Et du bœuf et rien d'autre. Pas de fantaisie. La recette pour la recette. C'est un plat complet, le pot-au-feu. Il y a du potage, du consommé, il y a la viande, bien entendu, il y a des légumes et il y a aussi des restes. Et les restes de pot-au-feu, c'est absolument royal. Ce qu'il faut pour réussir un bon pot-au-feu, c'est avoir une répartition harmonieuse entre les morceaux de gras, les morceaux gélatineux et les morceaux de maigre. Alors, dans les morceaux gélatineux, vous avez ici, vous voyez, ça c'est du paleron. C'est un morceau, vous voyez, gélatineux. Pourquoi? Parce qu'il y a cette petite veine qui est là, mais qui va donner du goût. Et puis autour, il y a un peu de gras. Il faut évidemment le laisser. Là, vous avez un morceau de jumeau, pareil, un petit peu gélatineux. Vous voyez, on voit les veines à l'intérieur, mais ça va donner du goût. Et puis vous avez ici le gîte-gîte, ne pas confondre avec le gîte à la noix, qui est un morceau dit supérieur, dans lequel, bon, évidemment, on fait des beefsteaks formidables. Donc le gîte-gîte, c'est un morceau gélatineux. Vous voyez ici, toutes les petites vénules qu'on voit là vont fondre évidemment à la cuisson. Et ça va être très goûteux, ça. Un morceau somptueux, royal, magnifique, qui rentre dans la famille des morceaux gélatineux aussi, c'est l'ajout. Alors, l'ajout, normalement, ça s'achète chez le tripier et pas chez le boucher. Mais quelquefois, vous avez des bouchers qui en ont, mais chez le tripier, ça vaut la peine vraiment de goûter ça. Ça se fait bien nettoyer, évidemment. On l'achète plutôt comme ça. Hein. De l'ajout, de la queue, bien entendu. Vous connaissez la formule. L'ajout, la queue, meilleur morceau de l'homme et de l'animal. Voilà la queue. Alors dans un pot-au-feu digne de ce nom, il faut toujours évidemment un petit morceau. Vous voyez, ça c'est une queue entière qu'on a fait découper par petites rondelles. Alors des morceaux qui sont un petit peu plus maigres, c'est la veine grasse. Vous voyez, on l'a bien fait nettoyer. Voilà ce qu'on a. C'est un très joli morceau également. Et on a évidemment dans les morceaux gras, le morceau royal qui est le plat de côte. Alors, voilà ce que c'est du plat de côte. Vous voyez, il y a de l'os, ça c'est important. Alors, celui-là est un morceau de plat de côte qui est particulièrement maigre, sauf un peu de ce côté-là. Mais regardez comme le gras est beau. Le gras, il est légèrement crémeux, comme ça, quand ça va être cuit, ça va être du gâteau, pratiquement. Et puis, il faut évidemment des os à moelle. La tendance, c'est de dire donnez-moi des os à moelle à son boucher, et il vous donne ça, parce qu'évidemment, ça lui évite de le scier. Demandez-lui gentiment, toujours parler gentiment à son boucher, de scier l'os à moelle, pour l'avoir de ce format-là. Parce que là, c'est évidemment, ça épate l'invité d'avoir un gros os comme ça. Mais comment voulez-vous qu'il aille chercher la moelle au fond de l'os avec son couteau de table? C'est impossible. Alors qu'avec ça, vous pouvez lui en donner deux, il sera tout aussi content et il va manger la moelle, ce qui est quand même le but de l'opération, c'est de manger de la moelle. Donc, on se souvient de ça, c'est important. Ah, dans les os, évidemment, vous pouvez demander un os de veau, ou une crosse de veau, ou un os de bœuf, un gros os comme ça. Vous voyez, vous mettez ça dans votre pot-au-feu, je vous garantis que ça va lui donner du goût, parce que les os, c'est la dent qui a le goût. On a ça. Ah, tiens, et ça. Alors ça, évidemment, c'est le plaisir du chat. Alors, évidemment, je ne vous conseille pas d'acheter de la rate uniquement pour votre chat si vous n'en avez pas, mais la rate de bœuf ou la rate de veau, dans un consommé, dans un bouillon, ça donne du goût, ça donne de la couleur, c'est des vieux trucs. Ça, ma grand-mère faisait ça, j'ai connu un cuisinier qui faisait ça également.
de la rate de veau, ça s'achète chez le tripier, vous ne le trouverez jamais chez le boucher. Et vous allez voir tout à l'heure comme le chien ou le chat sera content quand il va voir ça cuit. Rate. Alors évidemment, comment être sûr d'avoir de la bonne viande? Parce que c'est ça finalement notre truc à nous, c'est qu'on voudrait toujours de la bonne viande. Eh ben, c'est pas facile de discerner de la bonne viande de la mauvaise. D'ailleurs, je vais vous dire, quelquefois, les bouchers se trompent eux-mêmes, alors c'est vous dire. Donc, le secret, être bien avec son boucher. Il faut faire copain, il n'y a pas d'autre solution. Une petite pièce de temps en temps, mais surtout une fidélité. Allez-y souvent, régulièrement, il va vous connaître et évidemment, il va privilégier votre clientèle plutôt que la voisine qui ne connaît pas et qui vient une fois de temps en temps. Donc, n'oubliez pas, le boucher, c'est un spécialiste. Donc, si vous avez quelque chose à lui demander, demandez-le lui. Personne d'autre que lui ne découpera votre viande aussi bien. Mais personne, c'est son métier. Donc, pour avoir des petits trucs, des petits machins en plus, un os, plus d'os à moelle que vous n'y avez droit, une petite pièce. C'est bien les pourboires, on en a assez, mais qu'est-ce que vous voulez, ça marche comme ça, donc il faut faire avec, quoi. Maintenant, le problème, on a la viande, il faut la faire cuire. Et là, il y a un dilemme, il y a une sorte de guerre, un schisme, disons, entre les tenants de l'eau froide et les tenants de l'eau chaude. Pourquoi? Quand vous mettez votre viande dans l'eau bouillante, attention, l'eau frémissante, hein, pas un gros bouillon, juste frémir comme ça, vous avez, disent-ils les tenants de l'eau chaude, une concentration des saveurs beaucoup plus forte, beaucoup plus dense, parce que les odeurs, les arômes, les saveurs restent à l'intérieur de la viande est saisie. L'eau froide, c'est l'inverse, vous avez extraction des saveurs, donc vous privilégiez le consommé en quelque sorte, car là, les goûts, les saveurs vont se répandre dans le consommé et vous aurez effectivement un consommé qui sera plus dense, plus riche. Alors, quoi choisir? Eh bien, écoutez, pas prétendre avoir résolu le problème, mais quand même, voilà ce que je fais. Je fais d'abord un consommé dans lequel je vais faire ensuite pocher ma viande. Donc je réconcilie à la fois les tenants de l'eau froide et de l'eau chaude. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est très coûteux, etc. Non, c'est pas très coûteux. Vous demandez à votre boucher un morceau de nourrice, par exemple. Bon, un morceau, vous voyez, de ce genre-là. Bon, ça, le morceau est un peu gros parce qu'on est nombreux à table, mais normalement, un kilo de viande, ça va très bien. Donc vous voyez, un kilo de viande, c'est 23, 24 francs de cette qualité-là. Et vous la coupez en petits morceaux. 5 cm sur 5, comme si vous faisiez un bourguignon. Vous le mettez dans la casserole, dans le faitout, avec de l'eau froide, là. Et vous rajoutez évidemment un bouquet garni, c'est-à-dire un oignon, enfin 4-5 oignons, dont un clouté de clous de girofle, vous une bonne poignée de poivre, vous mettez du thym, vous mettez du laurier, pas de sel, pas de sel. Le sel, on verra ça plus tard, on sale en dernière sorte. Et puis vous allez mettre le verre des poireaux. Là, je vous donne un truc. Si vous vous servez de persil 2 ou 3 jours avant, gardez les queues de ce persil-là. On les mettra aussi dans le bouillon, ça va rajouter encore des arômes. Et puis vous mettez évidemment une crosse de bœuf ou une crosse de veau, ou les deux si vous voulez. Vous pouvez même rajouter la rate d'ailleurs. Vous laissez cuire 3 heures. Donc là, vous allez avoir un consommé qui va être très, très riche, concentré en quelque sorte. Et cette viande-là, c'est une viande qui va me servir dans mes recettes de reste. Le parmentier, je le ferai entre autres avec cette viande-là. Elle n'est pas perdue, ça n'est pas d'un au chien. Et là, vous pouvez commencer à cuire votre pot-au-feu dans le consommé bouillant mais frissonnant. Vous mettez d'abord les viandes que vous aurez pris soin de faire ficeler par le boucher et on attend un petit moment que les impuretés qui sont contenues inévitablement dans la viande, vous n'aurez pas de viande où il n'y a pas d'impuretés, commencent à remonter à la surface. Et à ce moment-là, eh ben, c'est le moment le plus important du pot-au-feu. Alors, je sais bien que c'est une petite corvée, il faut écumer. Mais bon, c'est à ce prix-là la qualité d'un pot-au-feu et surtout la clarté du bouillon. Donc, vous écumez dès l'instant où les impuretés remontent à la surface. Vous prenez l'écumoire, doucement, comme ça, tout doucement, à la surface du liquide. Vous ramassez ces impuretés. Il cuit pendant environ 2h30, 3 heures.
et puis vous allez le laisser refroidir une nuit entière. Le lendemain matin, vous dégraissez extrêmement facilement parce que toutes les graisses sont montées à la surface. Le pot-au-feu, ça se fait en 2 jours. Un jour pour faire cuire la viande et avoir un consommé qu'on laissera reposer une nuit entière pour pouvoir le dégraisser facilement. Et puis le lendemain, on fait cuire les légumes et éventuellement on finit la cuisson de la viande. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un pot-au-feu? C'est du bouillon, il faut boire ce bouillon, il est délicieux. S'il est plein de graisse, ça va vous faire mal au foie, vous donner mal à l'estomac. Donc un bouillon dégraissé, c'est ça. Donc le même jour, à peu près 1 heure avant de servir, on porte consommé et viande à ébullition. C'est le moment de mettre les légumes. Alors mettez d'abord les carottes. Les carottes, 30 minutes avant la fin de la cuisson, 30 minutes. Ensuite, 10 minutes après, vous mettez les navets, les poireaux. Alors, je sais bien que les gens disent, on met du chou, on met du fenouil, on met du céleri, on met des pommes de terre. Non, on ne les met pas dans le consommé. Le consommé doit rester un consommé de viande, il doit être imprégné de tous les sucres de la viande, il doit avoir des parfums de viande, des arômes de viande, il ne doit pas être gâché, troublé par des parfums extérieurs. Alors le céleri, surtout une boule de céleri, c'est beaucoup trop fort, le fenouil également, le chou, c'est épouvantable dans un bouillon pour le massacrer, donc vous le faites cuire à part. Vous pouvez avoir envie de manger du fenouil, rien ne vous en empêche. Du chou aussi, c'est la liberté, la cuisine. Mais vous le faites cuire à côté. Tout comme les pommes de terre, vous ne les faites jamais cuire dans le consommé, car les petits grains de fécule qui constituent la pomme de terre vont commencer à se répandre dans le consommé et ça va le troubler. C'est pas le but. Un consommé dans une tasse à consommer, ça doit être totalement limpide, presque transparent, d'une belle couleur ambrée, et c'est tout. Donc, les légumes que vous avez envie de rajouter en dehors des légumes traditionnels et classiques, c'est-à-dire les carottes, les navets et les poireaux, vous les faites cuire à part. Hein, à part. Ça, c'est très important. Et puis, il y a, évidemment, dans le pot-au-feu, pour qu'il soit totalement réussi, il faut de l'os à moelle. L'os à moelle, avec un petit peu de gros sel, sur une petite tranche de pain croustillant, c'est le pot-au-feu, quoi. Alors, os à moelle, on les a vus, taillés relativement étroits. On peut, pour éviter que la moelle ne se répande dans l'eau de cuisson, on peut boucher le trou, enfin couvrir la moelle avec du gros sel. On peut le faire avec une carotte. On peut également emballer les os à moelle dans une petite mousseline de cuisine, ça existe. Avant, on les aura laissés dégorger pendant au moins 3 heures dans un saladier, sous un petit filet d'eau froide qui va couler et qui va permettre aux impuretés également de s'éliminer. On met le gros sel, ou bien on met la petite mousseline, et on les fait cuire dans du consommé. C'est-à-dire on met dans une casserole, on les range bien soigneusement les uns à côté des autres, quelques louches de consommé dans la casserole, et hop là, 15-20 minutes de cuisson. En fait, vous mettez la moelle à cuire au moment où vous mettez les poireaux. Ne faites pas d'erreur de cuisson. Il faut bien vous dire que le pot-au-feu, comme tous les plats de la famille, ce ne sont pas des cuissons rigoureuses. La surcuisson est parfaitement tolérable. Il vaut mieux avoir une viande de pot-au-feu trop cuite que pas assez cuite. Ça, c'est une petite règle, hein. Bon, alors là, c'est le grand moment. Tout est prêt. On a découpé dans la cuisine et on sert. Alors, d'abord, évidemment, on sert le consommé, le bouillon. On l'attend. Alors, on ne le sert pas en même temps, bien entendu, on le sert avant. Moi, j'ai tout mis sur la table. C'est pour tout vous montrer, parce que j'étais impatiente, parce que je rêve de manger des os à moelle tout de suite. Alors, le consommé, bon, on le sert comme ça. Il y a des gens qui le filtrent, il y a des gens qui veulent absolument avoir un consommé transparent. Moi, je trouve que quand on a fait ça chez soi, qu'on s'est donné le mal, s'il y a un petit peu de viande dedans, comme il n'y a plus d'impureté puisqu'on a écumé, on peut le servir comme ça. Ça fait campagne, ménage. Si vous avez envie de le filtrer, c'est simple. Vous prenez un tamis ou bien vous prenez un linge que vous avez passé sous l'eau tiède et puis vous passez le consommé au travers. Mais franchement, servez-le comme ça. Alors, on le sert dans quoi? Bah,
si vous avez des assiettes creuses, vous pouvez. Moi, j'en ai pas des assiettes creuses. Alors donc, j'ai pris des bols et en plus, j'ai pas assez de bols pour tout le monde. Mais je considère que ça n'a pas d'importance. Ce qu'il faut, c'est créer la convivialité autour de la table et à partir de là, tout s'arrange toujours. Alors vous voyez, j'avais des bols comme ça et des bols comme ça. Eh ben, j'ai mis les 2 bols, il y en a 6 d'un et 2 de l'autre et ça fait très bien mon affaire. Je peux bien entendu mettre soit du tapioca, soit des petites pâtes, toutes petites, genre vermicelle. Moi, j'aime le consommer comme ça, nature, bien parfumé, riche de senteurs, de saveurs, de parfums, et avec ça, je me régale. Alors, bien entendu, j'ai du pain grillé comme ça. Il n'est pas fait pour mettre dans le consommé. Mais si vous avez des invités qui veulent le mettre dans le consommé, ils ont le droit de le faire. Le pot-au-feu, finalement, c'est un plat de liberté. Mais le pain grillé, c'est pour l'os à moelle. Donc, je fais un premier service de mon consommé dans des bols ou dans des assiettes creuses. Les assiettes creuses et les bols doivent être bien chauds et le consommé bouillant. Car ça se mange chaud, il vaut mieux attendre que ça refroidisse plutôt que l'inverse. Après le service du consommé, je sers la viande. Donc en cuisine, j'ai enlevé la ficelle, j'ai tranché des belles tranches larges, bien copieux, bien entendu. Si vous avez envie, avant de le trancher, de montrer à vos invités le plat généreusement servi, la ficelle encore entourant les morceaux de viande, vous pouvez le faire, je vous le répète, pot-au-feu, plat de liberté. Il faut impérativement que vos assiettes soient très chaudes. Car évidemment, il va s'écouler un peu de temps entre le moment où vous allez enlever la ficelle, couper les viandes, préparer les os à moelle sur un plat, tous les légumes sur un autre plat. Donc, ayez des assiettes bien chaudes. Il y a 3 systèmes enfantins pour avoir des assiettes chaudes. La première, dans le four. Vous les mettez dans le four, vous faites attention, il faut que le four ne soit pas trop chaud, sinon ça va péter, évidemment, ça va se craqueler les assiettes et ce n'est pas le but. Vous en avez une autre qui est extrêmement simple, si vous n'avez pas d'endroit particulier dans le four pour mettre vos assiettes, c'est de l'eau très chaude dans le bac de l'évier, vous les essuyez et vous les servez. Et puis vous avez l'idéal, c'est ce truc-là, vous voyez, ça alors, on devrait en avoir tous chez nous, ce sont des petits bouts de tissu comme ça avec une résistance à l'intérieur. On met les assiettes dedans, vous voyez, en voilà une, il y en a une seconde, mais enfin je crois que vous connaissez tous ce système. Vous avez là de quoi le brancher, et puis vous l'avez à côté sur une desserte, donc c'est une petite corvée de moins. Vous les avez tout près, donc vous les passez, et vous pouvez même demander à votre fille ou à votre fils s'il est à table, ou à votre mari, ou un de vos invités avec lequel vous êtes intime, est-ce que vous voulez faire le service des assiettes pendant que je pars découper. Donc vous voyez, ça, c'est extrêmement pratique. Alors ensuite, donc le pot-au-feu, les légumes. Si vous êtes très nombreux à table, vous faites 2 plats de chaque. Si vous êtes 8-10, vous faites un seul plat. Vous faites passer, chacun se sert généreusement, abondamment, copieusement. Pour que la table soit parfaite, il faut avoir des condiments. Plus il y aura de condiments, plus vous allez, je ne dis pas bluffer vos invités, mais leur donner l'impression que vous avez été au bout de la délicatesse de les recevoir. Alors, il vous faut évidemment du gros sel, de préférence, évidemment, acheter du sel de Guérande. Vous avez 2 beaux saladiers, 2 petits raviers comme ça, avec des cuillères. Les gens peuvent se servir, on le met dans son assiette, on s'en sert. Il y a des gens qui n'aiment pas, mais il y a des gens qui adorent. Donc ça, il faut absolument avoir du gros sel, pas du sel fin. Un moulin à poivre, mais ça, c'est une évidence, je vous l'ai dit. Il faut avoir des cornichons. Alors, des cornichons, là, vous voyez, vous les avez, j'aurais pu prendre la pince, mais bon, on est entre nous. Alors regardez ça, c'est joli, c'est bien vert, c'est craquant. Pourquoi? Parce que je l'ai fait chez moi. Quand c'est la saison des cornichons, je l'ai fait et je vous garantis que c'est enfantin à faire. D'ailleurs, j'ai tout à fait l'intention de vous donner la recette tout à l'heure. Là,
il y a également des petits oignons. Là aussi, on les fait. Quand on fait ces cornichons soi-même, on rajoute de l'échalote, on rajoute de l'oignon et on a tout ça dans un même bocal. Donc, on ne se prive pas, on le fait soi-même. Et puis, on peut aussi faire des cerises au vinaigre. C'est enfantin à faire quand c'est la saison. On en fait 4-5 bocaux, on les a. C'est une économie, c'est facile à faire. On a évidemment des moutardes. On peut avoir des moutardes traditionnelles, la moutarde de Dijon. On peut avoir également les moutardes de Meaux. Vous savez, des moutardes où la graine est juste moulue et non pas transparente. Et puis, vous pouvez avoir des confitures acidulées amères qu'on appelle des chutneys, des sweet chutneys. Voilà. Alors tout ça, on peut les faire également soi-même. C'est le même principe que les confitures. C'est enfantin. Et à partir de ce moment-là, vous avez tout sur la table. Vous pouvez commencer à vous régaler, ce que je vais faire sans attendre, car je dois vous faire à l'aveu, je n'ai qu'une envie, c'est de me taper tout de suite un peu sa moelle. Alors je le fais comme ça devant vous, je vais quand même déplier ma serviette, c'est évidemment plus convenable. Et voilà. Alors, vous voyez l'explication tout à l'heure, quand je vous disais qu'on ne peut pas, quand on a un os très long, on ne peut pas l'introduire jusqu'au fond quand il est étroit, alors que là, c'est absolument enfantin, regardez. Voilà, tout sort. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique. Voilà, je l'étale un petit peu, comme ça. Je ne résiste pas. C'est pas parfait pour le régime, mais enfin bon, au point où j'en suis. Voilà, je fais ça. Bon appétit. Je vous avais dit tout à l'heure que je profitais de mes vacances pour préparer tous les ingrédients qui accompagnent le pot-au-feu et l'ensemble des bouillies. Qu'est-ce que c'est que tous ces ingrédients? Ce sont des cornichons au vinaigre, des cerises au vinaigre, des petits oignons au vinaigre, des chutneys. Alors les cornichons, commençons par là, c'est le plus simple. On vous a raconté, j'en suis sûr, que c'était compliqué à faire, que c'était long, parce qu'il fallait prendre les petits cornichons, il fallait avec une brosse à ongles ou une brosse à dents, bien soigneusement les brosser, enlever la terre. Non, faites plus simple, je vous en supplie. Toujours ma grand-mère, heureusement qu'elle était là, parce que je ne sais pas ce que je vous raconterais sans cela, ma grand-mère faisait comme ça. Elle, pour obtenir des cornichons bien verts, croquants comme ça, agréables au possible, eh bien, on allait les ramasser au jardin ou on allait les cueillir, on les mettait dans un gros coup de poule et on prenait du bon gros sel, on le jetait sur les cornichons. Pour 1 kilo de cornichons, grosso modo, une belle grosse poignée de gros sel. On mélangeait cornichons et gros sel, on les mettait dans un endroit frais, recouvert d'un torchon. Et le lendemain matin, on commençait la préparation toute bête des cornichons. D'abord, on pelait quelques oignons grelots. Les oignons grelots, c'est ça, ce sont des tout petits oignons. Ça se pèle très méticuleusement et ça se laisse cru, bien entendu. Quand on aime, on peut rajouter, peler 1, 2, 3, 10 gousses d'ail si on veut, selon la taille du bocal. On peut également rajouter des échalotes et il faut évidemment de l'estragon et du vinaigre blanc, vinaigre ordinaire. Il existe quelquefois coloré, vous pouvez le prendre, mais c'est du vinaigre d'alcool. Je dis bien vinaigre d'alcool. Donc on a des cornichons, on a des oignons, des échalotes de l'ail, tout pour faire le bocal. On prend les cornichons, on les lave sous l'eau froide, une poignée comme ça, on frotte bien comme il faut pour retirer le sel, et puis on les met tout bêtement, tout simplement, tels quels, même humides, on ne les essuie pas, on les met dans le bocal. Et on fait son petit mélange, cornichons, grelots, ail, tout ce qu'on veut, on remplit, on met une bonne grosse poignée d'estragon et on couvre avec le vinaigre d'alcool, on couvre à ras-bord, on ferme, on met dans un endroit sombre et frais et on oublie pendant un mois. Au bout d'un mois, on ouvre le bocal, on rajoute un petit peu de vinaigre d'alcool jusqu'à couvrir jusqu'en haut, on referme et un mois après, on peut commencer à les manger, on les a bien croquants. Pourquoi est-ce qu'au bout d'un mois on rajoute du vinaigre? C'est extrêmement simple. C'est que lorsqu'on a mis les cornichons
a dégorgé avec le gros sel. Le gros sel a fait sortir l'eau de végétation du cornichon. Vous verrez d'ailleurs en les lavant, ils se sont un petit peu ramollis, mais les cornichons vont absorber le vinaigre et redevenir croquants, bien croquants. Voilà tout simplement comment on fait des cornichons. Mais reconnaissez que ce n'est pas compliqué, ça ne vaut pas la peine d'aller les acheter dans le commerce. Si vous voulez absolument les acheter dans le commerce, méfiez-vous. Il existe une variété, je ne peux pas vous les montrer parce qu'évidemment je n'en ai pas acheté, des cornichons dits pasteurisés. Alors ils ont évidemment été chauffés, ils ne sont généralement pas très croquants, évitez ça. Franchement, faites-les vous-même, c'est enfantin. Si vous voulez faire des oignons au vinaigre, vous procédez exactement de la même manière. Vous épluchez, mais vous ne faites pas dégorger. Vous les mettez directement dans le bocal avec de l'estragon, ça s'appelle aromatiser son vinaigre, évidemment avec du vinaigre d'alcool, vous couvrez, et puis au bout de 3 mois, vous pouvez les consommer. Vous ne les mettez pas au sel, hein, évidemment. Vous pouvez également faire des cerises. Alors, les cerises au vinaigre, c'est un tout petit peu plus compliqué parce que ça exige de faire chauffer le vinaigre. Vous prenez des cerises. Alors, la cerise idéale, c'est ce qu'on va vous dire. La cerise idéale, ce sont des Montmorency ou des cerises anglaises. On peut le faire avec des burlas, ça ne gêne absolument pas. Vous pouvez prendre n'importe quelle variété de burlas. Vous les choisissez évidemment bien brillantes, bien fermes, bien croquantes, une queue verte, bien turgescente. C'est là où on voit à la queue la fraîcheur de la cerise. Vous la coupez à peu près, vous voyez, pour laisser quoi, la valeur de 1,5 cm, si vous voulez. Vous pouvez les piquer en 2 ou 3 endroits avec une aiguille à coudre que vous aurez pris soin de brûler à la flamme du gaz ou d'une allumette. Et puis, vous allez mettre dans une casserole, là, du vinaigre de vin. Vous allez le porter à ébullition après avoir poivré, salé si vous le voulez. Et lorsque le vinaigre sera porté à ébullition, vous verserez le vinaigre sur les cerises et vous les laissez reposer pendant environ 12 heures. Ensuite, au bout de 12 heures, vous égouttez les cerises et vous récupérez évidemment soigneusement le vinaigre. Vous refaites chauffer le vinaigre, vous le portez à nouveau à ébullition et les cerises se rangent dans le bocal. Et puis, vous versez le vinaigre chaud sur les cerises et vous fermez pendant 48 heures. Au bout de 48 heures, vous ouvrez votre bocal, vous prenez le vinaigre que vous mettez dans une casserole et vous faites encore une fois bouillir. Une fois que c'est bouilli, vous reversez donc une 3e fois finalement le vinaigre sur le bocal de cerise, vous refermez 2 mois après, vous faites un pot-au-feu et vous ouvrez votre bocal de cerise et croyez-moi, vous allez vous régaler. On peut faire également des chutneys. Alors, des chutneys, qu'est-ce que c'est? Les chutneys, finalement, c'est une sorte de confiture à l'aigre doux, plutôt relevée, et on peut faire des chutneys, je dirais presque avec n'importe quoi. Vous pouvez faire des chutneys avec des pommes, avec du melon, avec des oranges. Vous pouvez les faire à tout ce que vous voulez finalement. Et vous pouvez également faire un chutney mélangé, c'est-à-dire en mélangeant des éléments fermes et des éléments plutôt tendres. Ça consiste à faire cuire tout ça ensemble, très aromatisé et très, très relevé. Car il faut que ce soit à la fois très sucré et très, très fort. Très, très fort. Alors, si vous décidez de mélanger des éléments tendres avec des éléments fermes, eh bien les éléments fermes, vous allez les faire pocher dans de l'eau tout à fait simplement jusqu'à ce qu'ils ramollissent. Et une fois qu'ils sont ramollis, vous les mélangez avec les éléments tendres, la banane par exemple, et vous mettez tout ça dans une casserole. Vous rajoutez de la cassonade. De la cassonade, c'est ça, c'est du sucre roux qui a été concassé, c'est comme du sucre en poudre si vous voulez, mais ça va beaucoup, beaucoup sucrer. Si vous avez envie de rajouter des raisins secs, par exemple, vous en rajoutez. Si vous voulez mettre des pruneaux, des figues, des abricots secs, des dattes, des amandes, tout, on peut tout mettre si on veut un chutney un peu mélangé. Et puis vous allumez la casserole à feu très, très doux et
vous commencez la cuisson et puis vous allez dans une petite mousseline de cuisine. Vous allez commencer à mettre les aromates. Alors les aromates, vous pouvez tout mettre. Vous pouvez mettre évidemment, il faut même mettre des petits piments. Vous pouvez également mettre ces petits piments oiseaux qu'on trouve maintenant dans le commerce. Vous mettez bien entendu de la cannelle. Voilà de la cannelle, vous mettez des clous de girofle, vous mettez du gingembre frais. Faites attention à ce qu'il soit bien vert encore, que vous avez râpé. Vous rajoutez du poivre concassé. On ferme donc cette fameuse petite mousseline. Avec le bout de ficelle qui pendouille, on l'accroche à la queue de la casserole, on le met dedans et on laisse cuire en remuant constamment pour que ça compote. Il faut que ça devienne une véritable compote bien onctueuse, bien soyeuse, très parfumée. Quand vous allez être au-dessus en train de tourner, vous allez voir, vous allez en prendre plein les trous de nez. Une fois que cette compote est terminée, vous les mettez dans un bocal, vous fermez hermétiquement. Reconnaissez franchement qu'on peut difficilement faire plus simple que ça. C'est pas possible. Il n'y a aucune complication. C'est bêtasson, je dirais. C'est pas ennuyeux, c'est rien. On fait ça dehors, on fait ça en plein air. On fait ça avec des copains, surtout. On fait ça avec des copains. On fait les ingrédients comme on fait des confitures. Tous ensemble et en rigolant. Et comme ça, on peut au moins déguster tous ensemble les bouillies et les ingrédients qu'on a fabriqués pendant l'été. Maintenant, on va attaquer le hoche-pot. Alors, vous connaissez le principe, on a vu le pot-au-feu. Eh ben, le hoche-pot, c'est un plat a priori d'origine flamande. En tout cas, c'est là où on le trouve le mieux réparti et le mieux expliqué. À l'origine, c'était un plat de queue de bœuf bouillie. Et puis, petit à petit, on a rajouté des pieds de porc, de l'oreille de porc. Ça, c'est un morceau royal, l'oreille de porc. Alors évidemment, si vous n'aimez pas ce qui croque, c'est pas ça qu'il faut manger, mais c'est absolument exquis. Et puis ensuite, on a rajouté, en fait, le hoche-pot, c'est l'auberge espagnole de la famille des bouillies. On peut y rajouter tout ce qu'on veut, et plus on en rajoute, plus le hoche-pot est content. Alors, on peut mettre de la langue, on peut mettre du jarret, on peut mettre un gros morceau de bœuf si on veut, de la main creuse, du plat de côte, tout ce qu'on veut. On peut mettre une saucisse, on peut mettre une poule. Il y en a même qui mettent du lapin. Donc c'est vous dire si tout est permis. Ça, c'est votre fantaisie. Vous le traitez exactement selon le principe du pot-au-feu traditionnel. Vous mettez les viandes à cuire, et puis vous les écumez, et puis ensuite vous mettez les légumes. La différence fondamentale, c'est que dans le hoche-pot, on ne peut pas manger le consommé. On attaque directement par ce beau plat. Alors, l'idée amusante, c'est évidemment, avec toutes ces pièces de viande bouillie, c'est de rajouter un petit chipolata qui a juste été grillé comme ça sur le grill et qui donne un autre ton, si vous voulez, au plat. Ah, je voulais vous dire quelque chose. Vous voyez cette table? Quand je me suis marié, j'ai des amis qui se sont cotisés, ils m'ont offert un très joli service. Vous voyez, celui-là, il est absolument ravissant. Seulement, où j'ai pas assez d'amis, où ils n'ont pas été assez généreux, mais j'ai pas de grands services, de grands couverts pour le service. Alors, heureusement, ma grand-mère m'avait laissé ces grandes cuillères, là, qui n'ont rien à voir au niveau du décor avec ça, mais ça n'a aucune espèce d'importance, car moi, je privilégie toujours l'ambiance, la qualité de la nourriture, la qualité des matières premières, la qualité du vin, la gentillesse autour de la table. Et si j'ai pas tous les éléments de la table semblables, ça n'a aucune espèce d'importance. Je m'en moque, même si je reçois mon patron. C'est vous dire. Alors, hoche-pot. Dans la famille des pot-au-feu, il y a un plat qui se situe un petit peu à part, parce que d'abord c'est un morceau de viande qui provient des morceaux nobles du bœuf et non pas des bas morceaux. On prend dans le rumsteak généralement ou dans le rond de tranche grasse, enfin c'est un morceau de beefsteak. Il faut dire à son bûcher que c'est pour faire un bœuf à la ficelle et ça va donc se manger saignant. Alors pour faire ça, c'est simple, il faut d'abord un bon consommé, donc même règle que tout à l'heure, on achète un morceau de viande ordinaire, entre guillemets, ça veut dire bon marché mais avec du goût,
on fait un consommé avec un bouquet garni, on le dégraisse, bien entendu, on le porte à ébullition à nouveau avec les légumes, et puis on a ceci. Regardez-moi ça. Voyez. Alors c'est un très beau morceau de drumstick. Quand on va le couper, il va être très saignant à l'intérieur. On le sert avec des légumes, bien entendu, les légumes du pot-au-feu que vous voyez là, c'est-à-dire il y a des navets, il y a des poireaux, il y a des carottes que voilà. Regardez la beauté, regardez comme c'est beau. Oh là 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 là, ce consommé, il est magnifique. Et il sent bon, car c'est ça l'essentiel, évidemment. C'est d'avoir un consommé de toute première qualité. Ça se sert également avec des os à moelle, que voilà. Ça se sert avec des condiments, si on veut, et des pommes de terre qui auront été cuites à part, soit à la vapeur, soit dans un petit peu de consommé sur le côté. Voilà, ça c'est... Alors, on peut faire aussi du magret de canard. Car si vous achetez un très beau magret de canard, vous pouvez le faire dégraisser, c'est-à-dire enlever la peau et le gras qui l'entoure, et vous le pochez là-dedans. C'est simple, vous dites à votre boucher, je veux un morceau de drumstick, je vais faire du bœuf à la ficelle, et puis voilà ce que vous faites. Vous obtenez ça. C'est presque, je dirais, c'est presque un reste quelque part. Parce que quand vous avez fait votre pot-au-feu, que vous avez un très bon consommé, que vous l'avez fait en abondance, et bien 2 jours après, parce que le consommé ça se garde, vous pouvez faire un bœuf à la ficelle, c'est-à-dire une viande bien rouge, bien saignante, servie avec les légumes du pot-au-feu et avec le consommé. Bœuf à la ficelle. Dans notre grande famille des bouillies, il faut tenir compte de la langue de bœuf ou de la langue de veau. C'est délicieux. Ah oui, non, mais je vous vois, vous avez l'air de bouler, vous n'aimez pas ça. Mais vous n'aimez pas ça parce que vous avez des mauvais souvenirs. C'est, vous vous rappelez de la cantine, le service militaire, le collège, c'était très mal préparé, c'était vraisemblablement des langues congelées qui nous arrivaient des États-Unis, car les Américains mangent de la langue congelée, je ne sais pas si vous vous rendez compte, les abats, en règle générale, il vaut mieux les manger frais que les manger congelés. La langue de bœuf et la langue de veau, c'est absolument délicieux. Alors, bon, je sais, encore, les diététiciens, mais vous connaissez mon opinion sur les diététiciens, on vous diluerait le... Non, on ne mange pas de la langue de veau ou de la langue de bœuf tous les jours, on ne mange pas des abats tous les jours, donc ça ne risque rien. Faites-vous de temps en temps une bonne langue de veau ou de bœuf, régalez-vous, faites-la la sauce tomate à la sauce grébiche, mais régalez-vous et ne vous en privez pas sous prétexte qu'on vous dit qu'il peut y avoir un petit peu d'urée. Oui, bon, et alors? Alors, il y a 2 écoles. Il y a la langue de bœuf et il y a la langue de veau. Il y a des gens qui disent la langue de veau, c'est plus onctueux, plus soyeux, plus moelleux. La langue de bœuf, c'est un petit peu croquant, c'est un petit peu plus ferme. D'abord, elles n'ont pas la même taille. Il y en a une qui fait 800 grammes, 1 kilo, et puis il y en a la langue de veau. Et puis il y en a une autre qui fait 1,5 kg, 2 kilos, même davantage. Elles ne cuisent donc pas le même temps, mais il y a les amateurs pour les uns, les amateurs pour les autres. Je n'ai rien contre la viande de bœuf, d'autant qu'elle est moins chère. Langue de veau, langue de bœuf, c'est évidemment des abats. Ça s'achète chez le tripier, car les abats, ça risque de tourner, ça risque pas de pourrir, mais enfin d'être moins frais rapidement, donc il faut les acheter chez l'homme de l'art. Or, l'homme de l'art des abats, c'est le tripier. Compris? Le tripier pour les abats. Donc, langue de bœuf ou langue de veau, peu importe, on les met dans l'eau froide, on fait démarrer, à ébullition on écume, donc vous voyez on est toujours dans la tradition, dans la famille des bouillies. Lorsque ça commence à être cuit, enfin 25 minutes avant la fin de la cuisson, on rajoute les légumes et puis ensuite on l'épluche. Quand on la sort avec une écumoire, quand on la sort du bouillon, on l'épluche. Alors là j'ai un petit tuyau à vous donner. Évidemment, elle est chaude, donc on risque de se brûler les doigts. Mais ça, la peau part très facilement. Une fois qu'on a attaqué le bout, tout ça se décolle très très facilement. Mais on risque quand même de se brûler. Alors, moi, quand je fais ça, à côté de ma planche de travail, j'ai toujours un petit bol dans lequel je mets de l'eau et quelques glaçons. Et au moment où je suis en train de l'éplucher, eh ben, je me trempe les doigts dedans, ce qui fait que je ne me brûle jamais.
Comment est-ce qu'on sert la langue? Ben, d'abord, on la sert en tranches, une fois qu'elle a été épluchée, ça va de soi. Et on la sert avec une sauce tomate, ou alors avec une sauce gribiche, la même sauce gribiche que celle qui va servir pour la tête de veau. La sauce tomate, bon, effectivement, il vaut mieux avoir des tomates françaises, des tomates qui ont du goût, mais on trouve de la tomate de Sicile, assez tôt dans la saison, qui sont des tomates de pleine terre, qui ont du goût. On les pelle et on les épépine. Alors là, c'est simple. Moi, je fais bouillir un petit peu d'eau et je trempe mes tomates dedans. Mes tomates dedans. Quoi? 5 secondes au maximum. Hein. J'ai lu certains livres de cuisine où on disait qu'il fallait les faire tremper une demi-heure dans l'eau bouillante. C'est une connerie, je n'ai pas besoin de vous le dire. Alors, ensuite, vous les épluchez, vous les coupez en deux, vous enlevez les pépins, vous mettez 2 cuillères à soupe d'huile d'olive dans une casserole. Quand ça chauffe, vous rajoutez la valeur d'un oignon, un oignon et demi haché très 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 fin. Vous le laissez suer, comme on dit, devenir transparent. Ensuite, vous rajoutez une cuillerée à entremets de farine. Vous laissez blondir comme si vous alliez faire un roux. Ensuite, vous rajoutez vos tomates coupées en petits morceaux. Vous faites un peu revenir tout ça. Vous rajoutez 3 grosses louches de bouillon. Vous en avez et vous laissez mitonner ça pendant une demi-heure. Il y en a qui passent la sauce tomate et il y en a qui ne la passent pas. C'est comme on veut. Vous me demandez mon avis? Je préfère quand les tomates ne sont pas passées. J'aime bien avoir un peu de volume, un petit morceau comme ça dans la bouche. Et puis je les sers comme si je faisais... Je poivre, bien entendu. Et puis je les sers comme si je faisais une charcutière. Vous savez, la côte de porc charcutière, on rajoute des cornichons. Les cornichons fait maison, les cornichons qu'on a fait pendant les vacances, on les coupe en tranches. Il y en a même qui rajoutent des capres. Et quand on a des gros capres de Sicile, bien dodus, bien croquants, mélangés avec de la sauce tomate et avec des cornichons, qu'on ne me raconte plus que la langue de bœuf, c'est un mauvais souvenir. Hein. La langue de bœuf, c'est un régal. Le Irish stew fait partie de la famille des bouillies, mais de la famille irlandaise des bouillies. Le Irish stew, c'est du mouton. Alors, vous demandez à votre boucher de vous couper 800 grammes, 900, 1 kilo si vous êtes 4 et que vous avez très faim, de collier ou de poitrine de mouton. Bon, si vous voulez faire un excès, si vous voulez que ça soit brillant, vous faites couper une épaule, bien entendu. Mais un bon collier, bien comme il faut tailler par le boucher, sans petits os, c'est un exquis morceau, je vous l'assure. Donc, vous avez vos morceaux, vous avez des pommes de terre, à peu près 800 grammes que vous allez éplucher, des oignons, de l'ail, de l'échalote et du persil. Vous ne faites pas revenir la viande, bien entendu. Dans une cocotte, vous allez mettre une couche de pommes de terre, une couche d'oignons, ail, échalote et persil mélangés, une couche de viande. Vous recommencez comme ça jusqu'à ce que la cocotte soit pleine. Et puis, vous allez, salé poivré, bien évidemment, et vous allez recouvrir de bouillon. Vous voyez, on garde toujours le bouillon, on en a toujours un petit peu. Bon, c'est vrai, si vous n'avez pas de bouillon, vous pouvez mettre de l'eau, mais ayez toujours un petit peu de bouillon, car pour ce type de plat, c'est indispensable. Vous faites cuire ça pendant 1h30, 2 heures moins le quart, et puis vous servez tranquillement avec, par-dessus, un petit peu de hachis de persil frais, d'oignons, d'échalotes, et d'ail. Alors, vous pouvez servir ça. C'est une sorte de ragoût, si vous voulez, mais ça rentre quand même dans la famille des bouillies. Alors, vous voyez, ce sont des morceaux qui sont extrêmement appétissants. Regardez ça, avec des pommes de terre qui sont un peu confites, qui sont complètement fondantes, et puis, vous pouvez rajouter, si vous le désirez, un petit peu de bouillon qui va avoir un goût très corsé de mouton, et voilà. Avec ça, je peux vous dire que vous allez vous régaler. Ah oui, ça sûrement. D'ailleurs, excusez-moi, mais là, je m'y mets. Alors, la potée, c'est le grand plat régional. Comme je vous l'ai déjà dit, chaque région a sa potée, sa variété de potée, sa garniture de potée. Il y a des potées dans lesquelles il n'y a pas de choux, il y en a d'autres dans lesquelles il y a des haricots, c'est la toulousaine. La Lorraine a des choux. Enfin, là aussi, c'est pas une auberge espagnole comme le Hochepot, c'est une auberge régionale. On y amène ce que l'on veut. Le principe est toujours le même, de l'eau froide,
un bouquet garni, du sel, du poivre, du thym, du laurier, du persil, etc. Et vous mettez d'abord les plus gros morceaux de porc, car en général, ça se fait évidemment avec du porc. Alors vous pouvez effectivement avoir un petit jambonneau comme ça, regardez ça comme c'est mignon. Vous voyez, on peut avoir ça, celui-là il est bien cuit. Alors on peut le couper, on le laisse entier comme on veut. On a également des morceaux de poitrine, demi-sel ou fumé. On a de la saucisse qui peut être de la saucisse de Montbéliard, de la saucisse à cuire tout simplement, ou de la saucisse de Morteau. On peut avoir une palette de porc, là aussi demi-sel ou fumé. On peut mettre du fumé si évidemment on privilégie le porc demi-sel. N'oubliez surtout pas de le laisser dessaler pendant une nuit. Vous prenez les morceaux, vous les mettez dans une cuvette ou dans une bassine et vous laissez toute la nuit un minuscule petit filet d'eau couler dedans de façon à ce que le sel s'élimine naturellement. Ensuite, lorsque vos viandes commencent à être cuites au fur et à mesure, vous rajoutez les choux, ensuite vous rajoutez les carottes, ensuite vous rajoutez les navets si vous en avez envie. Vous pouvez également rajouter les poireaux. Au moment de servir, vous soulevez tout ça, vous écumez, vous égouttez plutôt bien comme il faut, et puis vous servez dans un grand plat, vous servez les moutardes, vous servez encore tous les condiments qu'on a fait pendant les vacances, et puis bon, bah, vous régalez, quoi, parce que vous l'avez fait avec votre cœur, vous l'avez fait avec passion, et avec ça, on se régale. Alors là, c'est un bouilli, écoutez, là, je vous dis franchement, c'est un bouilli que j'adore, car ça épate complètement les copains qu'on invite, car on finit par oublier totalement le morceau du départ. Pour faire un gigot de 7 heures, puisque ça s'appelle un gigot de 7 heures, il faut un beau gigot de mouton. Vous demandez à votre boucher de le ficeler et de l'entrelarder, c'est-à-dire qu'avec un appareil spécial, il va piquer du gras de porc dedans. Ça va lui donner du moelleux. Donc il est ficelé et on le fait revenir bien comme il faut, croustillant à la poêle tout autour. Et puis à côté, on demande à son boucher des parures, des os. On les fait revenir dans une cocotte, on rajoute de l'oignon, du verre de poireau, un bouquet garni, des carottes, je crois que je vous l'ai déjà dit, enfin tout ce qu'il faut pour faire un bouquet garni. On laisse bien suer longtemps et on mouille. Et on laisse cuire 2 heures pour qu'on ait vraiment une base aromatique qui soit très pleine de saveurs, pleine de parfums. Et puis on met le gigot bien installé dans ce jus-là. On ferme la cocotte. Si vous n'avez pas une cocotte suffisamment grande, vous prenez un faitout, ça fera l'affaire. Vous luttez, idéalement. Alors, qu'est-ce que c'est lutter? C'est simple comme bonjour. Hein. C'est encore un terme technique, mais je vous l'explique. Vous mélangez de la farine avec de l'eau, vous obtenez une pâte un peu dure, vous faites un petit cordon pour fermer hermétiquement entre le couvercle et la cocotte. Ça tiendra, vous inquiétez pas, ça va devenir une croûte très dure, vous serez même obligé de casser quand ça sera cuit. Donc vous luttez complètement votre cocotte. Alors, pourquoi on fait ça? Parce qu'il n'y a plus de vapeur du tout, il n'y a plus rien ne s'échappe de la cocotte. On va avoir un parfum très très concentré. Vous mettez ça dans le four ou sur le coin de votre plaque mijoteuse si vous en avez une, et vous l'oubliez. Vous l'oubliez à petit feu pendant 7 heures, 6 heures, 7 heures. Mais 7 heures, c'est formidable, parce que vous allez avoir quelque chose de presque une compote. Ça peut se manger à la cuillère, je vous l'assure. Et ensuite, vous sortez, alors là, méticuleusement, hein, soigneusement, votre gigot, vous mettez sur un plat, et puis vous laissez réduire la sauce à gros bouillon pour qu'elle devienne là totalement liée, onctueuse, après l'avoir passée, bien sûr. Et puis vous servez ça, et je vous garantis que vous allez épater. Parce que regardez, voyez, tellement c'est cuit. Pas besoin de couteau, voyez, vous le servez comme ça. Et alors, la garniture, vous pouvez servir des haricots si vous voulez, mais l'idéal, c'est un gratin dauphinois et un gratin d'épinards, ou un gratin dauphinois
et des épinards en branches comme ça, juste posés dans une casserole, sans avoir été blanchis, bien entendu, car on ne blanchit pas les épinards. On met une petite noix de beurre dans le fond d'une casserole, on met directement les épinards par-dessus, ça va fondre, cuire dans l'eau de végétation des épinards, et là, on va avoir des épinards qui vont avoir du goût, qui vont avoir gardé toutes leurs vitamines et tout leur goût. On peut également innover dans les gratins. Vous pouvez faire un gratin d'artichaut et de poire, par exemple. Vous pouvez faire un gratin de blettes. Tout est possible. Les gratins vont divinement avec ce plat-là. Et alors, si vous ne dites pas que c'est un gigot de 7 heures, vous dites, tiens, c'est un plat comme ça, j'ai entendu parler. Personne, absolument personne, n'est capable de reconnaître l'origine de la viande. Il n'y a pas un convive, je vous prends le pari, hein, il n'y a pas un convive qui va vous dire, tiens, ah ben ça c'est du mouton. Personne, on croit que c'est du gibier, parce que c'est tellement concentré en parfum que ça épate absolument tout le monde. Ah ouais, c'est un truc pour combien. Oh, ben j'ai une petite assiette, mais je vais le manger sur une grande, parce que j'ai l'intention d'en prendre beaucoup. Alors, vous voyez, je prends ça. Alors, vous voyez, là, j'ai de l'os, j'ai la souris qui se détache complètement. C'est absolument magique, vous voyez. C'est fondant, ce truc-là. Oh là là, je prends encore ça, tiens. Je ne résiste pas à ça. Je suis sûr que quand vous l'aurez essayé, vous allez être comme moi. Vous n'y résisterez pas. C'est un très bon plat de convivialité. Bon, alors, la poule au pot, voilà encore un plat ô combien traditionnel. Hein. Ça, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire le coup d'Henri IV, parce que depuis Henri IV, croyez-moi, les poules ont bien changé, trop changé, malheureusement. Il faut donc, pour faire une poule au pot, trouver d'abord une belle poule. C'est ça la priorité. Alors, l'idéal, c'est la bonne vieille pondeuse qui traîne encore de temps en temps sur un tas de fumier et qui, lorsqu'on l'ouvre, a encore des œufs à l'intérieur du corps. Mais ça, c'est rarissime. Sachez simplement une chose, c'est que pour vérifier qu'une poule a vraiment couru à l'extérieur, qu'elle s'est promenée, qu'elle a vu la terre, eh bien, il faut regarder ses ongles. Si ce qu'on vous vend pour une poule n'a plus d'ongles, laissez-la sur l'étalage, elle n'est pas pour vous. Il faut que les poules aient des ongles, ça prouve tout simplement qu'elle est sortie, qu'elle a gratté, et il faut évidemment que ses ongles soient fermes. Alors, achetez une poule chez le volailler. Le volailler, c'est un homme de talent, c'est un homme qui sait ce que c'est que poule veut dire. Alors donc, là, vous y allez et vous y serez en sécurité, ne vous inquiétez pas. Vous vous souvenez, au début, je vous ai raconté comment je faisais le pot-au-feu, le mien, le pot-au-feu traditionnel. Je faisais 2 bouillons, en fait. Un bouillon pour faire pocher. Eh bien, pour la poule au pot, je procède exactement de la même manière. J'ai fait copain un petit peu avec mon volailler. Je lui dis, est-ce que vous n'auriez pas par hasard quelques abats en plus, 2-3 pattes, un coup? Il me les donne parce qu'il est gentil. Je lui donne une petite pièce parce qu'il est gentil. Et je rentre chez moi et je fais mon consommé de poule, mon bouillon de poule, comme on disait dans le temps. Alors, comment je fais? Je mets mes abats, je mets les légumes, la garniture du bouquet garni, et je laisse cuire ça tranquillement pendant 2 heures, 2 heures et demie. Alors, on a un bouillon qui est savoureux, qui a du goût, des arômes, il sent la poule. Et je le laisse une nuit pour le dégraisser, comme j'ai fait pour le premier consommé de bœuf. Et le lendemain matin, hop, je dégraisse tout à fait facilement et j'installe ma poule dans un consommé qui a déjà du goût, qui a du parfum. Elle va cuire là-dedans tout à fait normalement pendant 2 heures et demie, 3 heures, selon sa taille. Si vous avez la bonne vieille poule pondeuse, 3 kilos à peu près, 3 kilos et demi, vous allez la laisser cuire pendant 2 heures et demie, 3 heures au moins. C'est simple. Vous avez toujours une aiguille à ficeler. Eh bien, vous la plantez dedans pour voir si elle est cuite. Et si elle est cuite, vous la retirez. Avant, vous avez mis les légumes, d'abord les carottes, comme d'habitude, ensuite les navets, ensuite les poireaux, et vous avez laissé cuire tout ça. Lorsque c'est cuit, vous les sortez, vous les goûtez, vous la découpez. Un petit conseil, vous enlevez la peau de la poule, parce que souvent le gras s'est installé en dessous, il n'est pas complètement dissous dans le consommé, donc enlevez la peau, c'est plus joli, plus sympathique quand vous l'avez mis sur votre plat pour le dresser. Vous la découpez de la façon la plus simple, elle est cuite, elle ne va pas se détacher en petits morceaux, mais là vous allez pouvoir simplement écarter les pattes, donc ça va se faire très facilement, les filets vont se lever immédiatement et vous allez avoir 4 ou 6 morceaux selon la taille de la poule. Vous faites cuire du riz normalement, je ne vais pas vous apprendre à faire cuire du riz, vous savez ça très bien.
Et puis vous dressez, vous voyez ici par exemple, là-dessous, regardez bien, j'ai du riz, vous voyez. Alors on va pouvoir se servir d'abord de riz, regardez comme il est bien cuit, vous voyez. Je mets donc du riz dans mon assiette. Ça se sert toujours avec du riz. Ça peut se servir avec des pommes vapeur. Mais la poule au pot, traditionnellement, c'est avec du riz parce qu'elle est accompagnée d'une sauce suprême. Alors, comment fait-on la sauce suprême? Je vais vous expliquer ça, c'est assez simple. Vous prenez une casserole et vous prenez une louche, 2 louches, 3 louches, 4 louches que vous allez transvider dans votre casserole. Des louches de bouillon, ça va de soi. Vous mettez le feu plein pot là-dessous, ça bout et ça réduit de moitié. Lorsque c'est réduit de moitié, vous allez rajouter 4 cuillerées de crème fraîche et vous portez à ébullition jusqu'à ce que le mélange du bouillon réduit et de la crème fraîche devienne lisse, onctueux et nappe bien, colle bien à la cuillère. Cuillère en bois que vous allez utiliser évidemment pour faire ça, et surtout pas une cuillère en argent, une cuillère en inox. Dans un bol, vous délayez 3 jaunes d'œufs. Les blancs, on s'en servira pour faire un dessert. Et puis, vous allez prendre une petite louchette de ce mélange bouillon-crème que vous allez mettre dans votre bol où vous avez mélangé vos jaunes d'œufs. Vous délayez, vous recommencez l'opération 2 fois, c'est pour éviter que les jaunes ne tournent. Une fois que tout ça est bien lié, vous prenez le bol avec les jaunes d'œufs et un petit peu de sauce, vous le transvidez dans la casserole où vous avez le plus gros de votre sauce, vous tournez, là vous faites attention pour que ça ne boue pas, parce que les jaunes d'œufs ne doivent pas bouillir. Et puis ça va un tout petit peu réduire, ça va de plus en plus napper, ça va prendre une belle couleur. Si vous avez envie que ça soit un petit peu citronné, c'est le moment où jamais crac, un petit peu, la moitié d'un citron, hein, un petit peu de jus. Si vous avez envie de rajouter des champignons de Paris, et ça n'est pas désagréable, bien au contraire, mais bon, ça augmente un petit peu le prix de revient du plat, vous achetez des champignons de Paris, vous les lavez à grande eau, ensuite vous les émincez, vous les faites suer dans une poêle pendant une dizaine de minutes, de façon à ce que l'eau de végétation des champignons puisse s'évaporer, de façon à ce que vous n'ayez pas de la flotte, que votre sauce que vous êtes donné tant de mal à faire ne devienne pas tout à coup de la flotte. Lorsque toute l'eau est bien évaporée, vous mettez les champignons de Paris dans la sauce, vous mélangez un petit peu, la sauce va prendre le goût des champignons, et puis vous allez avoir ça. Voilà. Je pense que vous allez vous régaler. Je vous dis ça tout le temps, vous régaler. Mais c'est fait pour ça, finalement. La poule au pot, c'est un plat généreux, c'est un plat convivial, c'est un plat qu'on mange entre copains. On n'est pas obligé de la manger le dimanche, on peut le manger n'importe quel jour de la semaine et le soir. Et c'est très sympathique, c'est facile à faire. Ah, simplement, évidemment, il faut écumer. Mais finalement, c'est pas une affaire quand on se régale à la fin. Hein? Bon, je vous apprendrai rien, vous le savez, j'ai une petite faiblesse pour tout ce qu'on appelle la tripaille. Et dans les bouillies, dans la famille des bouillies, eh bien, il y a la langue de bœuf ou la langue de veau, on l'a déjà vu. Et puis, il y a un plat royal qui est la tête de veau. La tête de veau et le pied de veau. Le pied de veau ravigote. C'est une entrée absolument exquise. Et ça se cuit, bien entendu, dans un bouillon, puisque ça fait partie des bouillies. Mais le bouillon de la tête de veau, il a une petite particularité, il s'appelle bouillon au blanc. Alors, je vais vous expliquer comment on fait. D'abord, on va chez le trépied. C'est lui qui vend les têtes de veau. Bon, c'est évident, maintenant, on n'achète plus de têtes de veau entières. On est sensible, on ne veut pas voir ça dans sa cuisine, on ne veut pas montrer ça à ses enfants, donc elles sont déjà parées. Elles sont ce qu'on appelle roulées. Et en général, elles sont roulées, a fortiori si on le demande, avec une moitié de langue de veau à l'intérieur. On la ramène à la maison et on la met trempée, dégorgée, pas très longtemps, parce qu'en général, maintenant, le tripier a fait dégorger. Il a pris cette habitude. Avant, on le faisait tout le temps, il fallait laisser dégorger pendant une nuit entière. Là, pendant 2 heures, on fait dégorger la tête de veau dans de l'eau vinaigrée. Vinaigre blanc, bien entendu, vinaigre d'alcool. Hein. Et ensuite, on fait un bouillon au blanc. On prend donc un chinois, on met de la farine dans le chinois, à peu près la valeur d'une cuillerée à soupe pour 1 litre d'eau, à peu près.
Et puis, on fait couler dans la casserole dans laquelle on va faire cuire la tête de veau, on fait couler l'eau sur le chinois qui est en partie rempli de farine. Et on va voir de l'autre côté couler de l'eau blanche. Parce que la tête de veau, ça se fait cuire dans un bouillon au blanc avec de la farine. Ensuite, on rajoute, disons, la valeur d'un verre de vinaigre. On en met un peu plus si on a oublié de citronner la tête, parce qu'en général, la tête de veau, on coupe un citron en deux et on la frotte complètement avec le citron pour qu'elle reste bien blanche. Si on a oublié, c'est pas grave, on rajoute un petit peu de vinaigre. Et puis on met bien entendu les légumes du pot-au-feu traditionnel, les légumes du bouillon, les légumes du court bouillon. C'est-à-dire on met un peu de carottes, on met des oignons avec un clou de girofle dans l'un des 3 ou 4, on met du thym, on met du laurier, on met des persils, des queues de persil si on en a envie, on met du poivre et on met du sel. Et puis on rajoute à l'eau froide la tête de veau, on porte à ébullition, on laisse cuire normalement, ensuite on la sort, on la coupe en tranches, on la sert avec des pommes de terre vapeur ou des pommes de terre à l'eau comme on veut, avec une sauce gribiche. C'est une vinaigrette moutardée dans laquelle on rajoute des fines herbes, notamment du persil, on rajoute un peu d'échalotes ou des oignons, on rajoute des capres. Si on n'a pas de capre, on peut rajouter des cornichons coupés en petits morceaux et on rajoute des œufs durs qu'on a écrasés à la fourchette. Voilà en gros ce que c'est qu'une gribiche. Ça ressemble, voyez-vous, à ça, c'est-à-dire que c'est dedans, on a une sorte de petite purée dans le fond, on va bien la mélanger au moment de servir et avec ça, je vous garantis qu'on se régale. Et puis le pied de veau, alors, bon, je vous ai dit que j'adorais ça, Vraiment, je trouve ça absolument délicieux. C'est une entrée qu'on ne fait plus. Le pied de veau n'est pas cher. On le fait cuire dans un courbouillon normal, donc thym, laurier, etc., bouquet garni. On les laisse cuire jusqu'à ce qu'ils soient bien fondants, bien moelleux. On essaye avec l'aiguille à ficeler ou bien avec la fourchette à 2 dents. On sort ça. On enlève à ce moment-là les gros os qui vont déranger, qui vont surtout se détacher très facilement. Et on sert ça avec une ravigote. Une ravigote, c'est une vinaigrette moutardée, mais moutardée en force, avec de l'échalote et avec du persil. Voilà ce que c'est. Et on mange ça en entrée. On se régale. Alors, encore un petit mot. Tiens, j'avais oublié de vous dire parce que j'allais me servir et je vois la cervelle. Alors, la tête de veau se sert, si on en a envie, avec une cervelle de veau. Voilà, alors je prends donc une belle tranche de tête. Donc comme vous voyez dans la tête, j'ai bien évidemment mon morceau de langue qui est là, qui normalement devrait se détacher et qui se détache, que voilà. Et puis je prends un petit peu de cervelle qui a tout bêtement été cuite dans de l'eau citronnée et salée. Hein. Ça c'est bête comme chose, ça ne demande pas à être cuit dans le courbouillon surtout. La cervelle ne se cuit pas dans le courbouillon. Hein. Voilà, et puis là-dessus, je vais rajouter... Oh là là. De la gribiche. Et je ne vais pas me gêner parce que j'adore ça. Je vais me poigner comme c'est. Pas mauvais. Allez, encore un petit peu, ça fait rien. Voilà. Tellement bon la tête de veau. Je ne sais pas pourquoi on n'en mange plus. Le goût s'est perdu. Pourtant pas long à faire. Vous avez vu, c'est enfantin. Alors évidemment, vous pouvez l'acheter toute cuite. Vous pouvez simplement la faire réchauffer dans de l'eau bouillante. Mais bon, c'est pas ça la tête de veau. La tête de veau, c'est le bouillon au blanc, on la fait cuire, on fait sa petite gribiche à côté. On a la cervelle qui est juste pochée à point. On la sert bien chaude, avec des pommes de terre bien chaudes, du beurre fondu, une bonne gribiche. Et là vraiment, on se régale. Vous savez ce qu'on fait ? On prend son pied avec la tête de veau. Et avec le pied de veau aussi, on prend son pied. Alors vous devez vous demander, qu'est-ce qu'on peut bien boire avec du pot-au-feu ? Est-ce que c'est compliqué ou est-ce que ça ne l'est pas ? Ben, ça ne l'est pas du tout.
D'abord, vous avez un apéritif. Alors là, il faut que ça se déroule extrêmement simplement. Un verre de champagne, évitez les cacahuètes, toutes ces petites cochonneries qu'on a l'habitude de servir, ça ne sert à rien. Un champagne brut, de qualité, ça fera l'affaire. Toujours une carafe de jus de fruits, frais, pressé de préférence, et ce sera très bien. Ensuite, on a un consommé. Qu'est-ce qu'on va boire avec le consommé? Rien. Rien. Liquide avec liquide, ça ne représente pas un accord parfait. Alors, je sais, dans la tradition, il y avait des vieux RS, par exemple. Je ne suis pas sûr que maintenant on puisse encore se permettre ça, surtout que les dîners se terminent de plus en plus tôt, qu'on a envie d'avoir la tête claire le lendemain matin, donc le moins de mélange possible. Donc, idéalement rien, ou un verre d'eau, toujours un verre d'eau, ça c'est le secours inespéré, c'est le verre d'eau. Alors, il faut qu'un repas, ce soit une fête, bien entendu, et qu'il y ait au milieu de ce repas un point d'orgue. Alors, le point d'orgue là, ce sera votre pot-au-feu. Il faut qu'on se souvienne de votre pot-au-feu. Alors, quelquefois, on a des points d'orgue qui sont bizarres. On réussit une harmonie très exceptionnelle. Imaginez un foie gras sublime sur une belle tranche de pain bien croustillante, avec un vieux sauterne, un Ikem de 25 ou 30 ans, et là, c'est le paradis. On pense plus qu'à ça. Le lendemain, on dit « Oh, hier, le vin, le foie gras, c'était formidable. » Vous pouvez aussi réussir, par exemple, une tarte au chocolat mousseuse, crémeuse, onctueuse, avec un vieux Maury ou un vieux Banyuls. Votre pot-au-feu n'en parle plus. Ou alors, vous réussissez un accord fromage, qui est très rare à réussir, un vieux comté avec un vin jaune. Eh bien là, on ne pensera qu'à ça. On va oublier votre pot-au-feu. Or, il faut qu'on ne pense qu'à votre pot-au-feu, car c'est ça qui doit être le succès de la soirée. Alors, les accords idéaux, la perfection, ce que les journalistes de Cuisine et Vin de France appellent tous les mois le goût juste, c'est-à-dire la perfection de l'harmonie entre un mets et un vin, on peut le réussir. Chez soi, ça n'est pas toujours facile, mais on va tout de même essayer. Alors, avec le pot-au-feu, ce sont des viandes, nous le savons, que ce soit le pot-au-feu classique ou que ce soit dans la famille des bouillies, le gigot de 7 heures, la potée au chou, etc. Tapons sur un vin jeune, un vin qui ait du caractère, un vin qui soit entre maximum 5 ans. Ne dépassons pas 50 bouteilles. Il faut qu'il ait du bouquet, qu'il soit charpenté. Faites attention aux vins qui ont été élevés dans des barriques jeunes, car ça risque d'avoir un goût boisé, ce ne serait pas utile. Donc, par exemple, dans les vins de Loire, vous pouvez trouver en 88-89 un très beau chinon, par exemple, de chez Coulis-du-Teil, ou bien vous pouvez trouver ici un saumur tout à fait remarquable de chez Duvaux. Ça ferait parfaitement bien l'affaire. N'oubliez pas, il faut les servir frais, les vins de Loire, environ 14 degrés. On oublie toujours les Beaujolais, ou plutôt, on ne les oublie pas, mais comme on a les oreilles rebattues avec ce Beaujolais nouveau, ce Beaujolais primeur, on oublie que dans les Beaujolais, il y a des grands crus et des vins qui sont des vins absolument parfaits. Donc ça irait encore très bien, un Beaujolais traditionnel, ou alors on peut aller vers un Chenasse, par exemple, et là encore une fois, ce serait tout à fait bien. On peut également aller vers les Coteaux d'Aix. Les Coteaux d'Aix, ce sont maintenant des vins qui peuvent parfaitement subir la comparaison avec d'autres très grands vins français. Ça n'était pas le cas il y a quelques années. Des progrès énormes ont été faits. Vous avez par exemple là le domaine de Beaupré, qui est un vin tout à fait remarquable, le château de Beaupré, pardon. Vous avez ici le château Pont-Royal, qui est également un très beau vin, que je vous recommande. Tiens, vous voyez, là, c'est ciré. Quand on tape dessus, ça s'en va. Vous voyez, je viens de faire une expérience devant vous, tout à fait par hasard. Si vous voulez aller vers quelque chose de plus riche, vous voulez pas épater, mais vous voudriez un Bordeaux avec un classement, par exemple, eh bien, la Dominique, Saint-Émilion, dans un millésime récent, 87 par exemple, et là, vous seriez parfaitement heureux. Ici, vous pouvez également prendre, c'est un coteau varois, c'est un vin modeste, simple, et qui ferait parfaitement l'affaire, c'est le domaine de Fende. Et puis, encore dans les Coteaux d'Aix, j'oubliais, un vin superbe, le domaine de la Bastide. Alors, vous pouvez évidemment servir tous ces vins dans des grands contenants. Qu'est-ce que c'est que des grands contenants? Ça, c'est une bouteille, ça, c'est un magnum, ça, c'est un Jéroboam.
Quand on est nombreux, quand la situation est conviviale, il faut avoir des grands contenants. On est 10 autour de la table, un Jéroboam représente 3 litres, donc grosso modo 4 bouteilles, c'est pas gênant, on peut venir à bout de tout ça, bien sûr. Alors, je vous les conseille vivement, des grands contenants, ça intervient dans la convivialité. On va avoir un fromage. Si on a un grand contenant, l'idéal, c'est de terminer ce grand contenant avec les fromages. Pour avoir un fromage qui convient au vin dont je vous ai parlé, il faut un Saint-Nectaire, un Brie, un Camembert par exemple, ou un Pont-l'Évêque. N'allons pas au-delà, ça va très bien. Au moment des desserts, là on peut carrément changer de vin. Alors, avec les tartes, on va aller vers des vins moelleux, des Coteaux du Layon, peut-être des vins du Bordelais, des Rosettes, des Cadillacs. On peut également prendre un Vouvray moelleux, un Grenoble d'Alsace, par exemple. Donc, vous voyez, avec le pot-au-feu, c'est assez simple. Vous avez un vin qui va vous faire l'affaire pendant tout le repas, jusqu'au moment du fromage inclus. Et puis après, hop, on passe à la vitesse supérieure. On apporte un vin chaleureux, un vin qui va participer au point d'orgue et au succès de votre dîner dans la famille des pot-au-feu. Pour mon goût, le moment le plus important des bouillies, c'est quand on prépare les restes du bouilli. Par exemple, le hachis parmentier. Le hachis parmentier, c'est tellement bon qu'on pourrait faire du pot-au-feu uniquement pour pouvoir faire du hachis parmentier. Ce n'est pas le conseil que je vous donne, mais puisque vous avez décidé de faire du pot-au-feu, je vous l'ai déjà dit, prenez large, soyez généreux dans les quantités, car vous allez faire du hachis. Et le hachis parmentier, c'est quand même un des grands plats français, et c'est sûrement ce qu'il y a de meilleur à faire avec les restes de viande. Alors, il vous reste des morceaux, donc vous voyez, là, par exemple, il me reste un petit peu de macreuse, je coupe tout ça en petits morceaux, et puis je le mets tranquillement dans un hachoir. Là, il me reste un petit bout de plat de côte. Voilà, on coupe tout ça et on met toujours ça dans le hachoir. Alors, on met un petit peu de queue de bœuf également. On garde tout ça parce que ça va donner du goût, voyez-vous. Et on va mettre un oignon. Voilà, tout ça, on fait ça. On met un oignon qu'on va couper en, voilà, 4-5, on peut en mettre 2 si on a beaucoup de viande. Et alors, moi j'ai un truc, c'est ma grand-mère qui m'avait appris ça. Comme c'est un plat de peau finalement, hein, c'est un plat qui ne coûte rien puisque c'est de l'utilisation des graisses, elle l'enrichissait pour lui donner de l'onctuosité d'une tranche de foie de veau. J'ai acheté une tranche de foie de veau, on peut mettre du foie de génisse évidemment, on peut mettre du foie de porc si on veut, ou du foie d'agneau, voilà. On a du... Alors, un truc. Ne demandez pas à votre boucher ou à votre tripier de vous hacher le foie de veau si vous ne prenez pas également de la viande hachée, car ça, il va le refuser parce que ça va salir sa machine et ça va l'embêter. Mais si vous lui expliquez gentiment, vous lui dites, vous ne voulez pas, monsieur le boucher, s'il vous plaît, me hacher mon foie de veau parce que derrière, je prends un petit peu de viande hachée, là, sûrement, il le fera très volontiers. Bon, nous, on ne lui a pas demandé parce qu'on a une machine. Alors, je rajoute des morceaux de foie de veau. Ça va donner de l'onctuosité, comprenez-vous? Ça peut même éviter de la crème ou un œuf au besoin. Voilà. Je mets tout ça là-dedans. Je rajoute abondamment du persil. Alors là, j'ai pas peur, hein, j'en mets une grosse quantité du persil parce que, voilà, je mets ça là-dedans aussi. Je mets un petit peu d'estragon et je n'ai pas peur, j'en mets beaucoup pour donner du goût. Je mets également de la ciboulette, je peux mettre un peu d'ail. Voilà, j'ai tout ça et je fais hacher. Pendant ce temps-là, évidemment, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait hacher, j'ai fait cuire mes pommes de terre et voilà, et la machine marche. J'ai pelé mes pommes de terre, je les ai fait comme si j'allais faire une purée. Vous imaginez bien que c'est pas moi qui vais vous conseiller de prendre une purée toute faite en flocons comme on en trouve dans le commerce. On me dit qu'il y en a des bonnes. Moi je vous dis qu'une purée de pommes de terre faite avec des vraies pommes de terre, avec du beurre, avec de la crème,
c'est quand même autre chose, quoi qu'il arrive. C'est pas long à faire, et c'est quand même valorisant de faire sa purée soi-même. Alors ce matin, on a acheté des pommes de terre nouvelles. Cette nouvelle variété, on nous a dit qu'on pouvait en faire de la purée, alors qu'en règle générale, on ne fait jamais de purée avec des pommes de terre nouvelles. On va essayer. Donc on les passe à l'eau, on les épluche, on les passe à l'eau, on les met dans... Enfin, je ne vous raconte pas, vous savez faire une purée, bien évidemment. Une fois que vous avez fait cette purée et que vous avez... Elle est prête, bien onctueuse. N'ayez pas peur. Bon, je sais, il y a un grand cuisinier qui dit 1 kilo de beurre, 1 kilo de pommes de terre. Moi, je ne vous dis pas tout ça. Je vous dis, si vous mettez 250 grammes de beurre pour 1 kilo de pommes de terre, ça va déjà faire de la joie. Alors, donc, on a sorti de son hachoir la viande hachée, on l'a fait suer dans une casserole avec des oignons bien fondus, on fait tout ça pour que ça soit bien onctueux, bien lié, bien fondant déjà, et on met dans un plat à gratin une couche de purée, ensuite on répand une couche bien épaisse de viande hachée, de ce hachis que vous avez fait revenir, et puis vous remettez une deuxième couche de purée. On peut mettre plus de viande et moins de purée, on peut mettre autant de purée qu'autant de viande, c'est comme on veut, mais il faut que ça soit copieux. Et on obtient ceci. Voilà, là-dedans vous avez de la purée, de la viande et de la purée, 2-3 noix de beurre. Alors vous allez me dire, oui mais le gruyère râpé, alors je vous dis non. Je vous dis non, je vous dis pas de gruyère râpé. Non, c'est pas nécessaire. Il y en a qui en mettent. Vous avez envie d'en mettre. Alors si vous avez envie d'en mettre, vous mettez du comté, ou bien vous mettez un bon emmental, ou du Beaufort, ou un mélange des trois. Ne mettez pas ces trucs tout préparés sous plastique. Non. Et puis le mieux, n'en mettez pas. Vous mettez ça dans votre four. Voilà. Et puis vous laissez cuire tranquillement. Ça va chauffer et ça va croustiller, dorer sur le dessus. Et on va sortir un gratin magnifique, doré, que voilà. Vous devriez normalement sortir ça. Si vous n'y arrivez pas, il faut abandonner toute idée de faire la cuisine, car il n'y a pas de plat plus simple que celui-là. Alors, bien sûr, avec les restes de viande, on peut faire encore 1000 autres choses. On peut faire, par exemple, une salade de bœuf. Et la salade de bœuf, c'est aussi une salade délicieuse. Alors, bon, on pourrait vous la donner dans la cassette salade, mais je vais vous montrer ce que ça donne à l'arrivée. C'est un plat extrêmement simple, base pommes de terre, des petites pommes de terre, cuites à la vapeur, que vous allez éplucher ensuite. Il faut qu'elles soient encore un petit peu croquantes, mais fondantes à l'intérieur. Enfin, pas croquantes, disons fermes, si vous voulez. Vous récupérez les légumes qui restent du pot-au-feu, c'est-à-dire vous pouvez sans problème rajouter du navet, ça va très bien. Vous pouvez rajouter également des carottes. Vous allez prendre des petits oignons blancs nouveaux ou bien des oignons rouges d'Espagne. Vous allez les couper en tranches fines. Vous allez faire une bonne vinaigrette bien relevée, poivrée et moutardée. Et puis vous allez couper votre viande en petits morceaux. Évidemment, là, vous prendrez la précaution d'éliminer. Vous voyez, si vous coupez les morceaux, vous les coupez à peu près de cette taille-là, comme ça, pas. Voilà, là, c'est pratiquement l'idéal, comme ça. Vous allez mélanger tout ça, laisser un peu, comment dire, mariner, que l'assaisonnement se mélange bien aux pommes de terre, se mélange bien aux carottes. Vous rajoutez des capres si vous en avez envie, surtout des cornichons, les cornichons qu'on a fait cet été et qui vont vous servir à ça. Puis vous rajoutez des fines herbes, vous pouvez mettre de la ciboulette, vous pouvez mettre du persil, bien entendu, du persil plat qui a plus de goût, et vous allez avoir cette salade là comme ça, absolument magnifique et délicieux. Ça peut faire un plat complet, ça. Ça peut faire un plat complet, une salade complète. On peut manger avec ça sans aucun problème. Le principe de cette farce-là, c'est-à-dire l'utilisation des restes, on peut, par exemple, faire des boulettes. Alors, bon, vous allez encore me dire, oui, mais le collège, oui, mais non, parce qu'on va faire des boulettes convenables. On va faire, alors là, pour faire des boulettes, c'est simple.
vous prenez uniquement la viande, vous ne mettez pas de foie de veau, mais par contre, vous mettez un œuf entier. Vous pouvez même mettre un petit peu de crème. Vous allez évidemment mélanger des oignons, vous allez mélanger du persil, des fines herbes, estragon, ciboulette, etc. Et puis vous allez former la boulette, vous allez ensuite la passer dans de la farine, ensuite vous allez la passer dans un jaune d'œuf, et ensuite vous allez la passer dans de la chapelure. Et puis vous allez obtenir ceci, vous voyez, la boulette, elle est onctueuse, hein, évidemment. Il ne s'agit pas que ça soit un espèce de tas de viande tout sec. Hein. Il faut que ça soit, vous voyez, tendre, mou comme ça quand on la manipule. Voilà. Alors, si par extraordinaire, vous n'avez pas suffisamment de restes de pot-au-feu, vous pouvez très bien acheter un petit peu de viande hachée ou de la chair à saucisse, par exemple. Et vous faites exactement la même chose, sauf que vous ne la repassez pas dans votre hachoir. Alors, oh là 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 là, qui fait chaud. Quand il y a le four qui marche comme ça dans une cuisine, c'est épouvantable. Alors, vous allez dire, évidemment, que tous les prétextes sont bons, mais peut-être que oui, effectivement, tous les prétextes sont bons. Il faudrait avoir des cuisines où les fours ne sont pas dans la cuisine, finalement. Comme ça, on aurait beaucoup moins chaud. Donc, ces restes de pot-au-feu, de viande de pot-au-feu, on peut les utiliser pour de multiples usages. Par exemple, vous pouvez farcir des légumes. Alors, des pommes de terre, des tomates, des aubergines, des choux farcis, qu'est-ce que c'est bon. Vous pouvez farcir des poivrons, enfin, vous pouvez tout faire si vous voulez. Mais il y a un légume qu'on farcit plus beaucoup, je trouve, et qu'on farcissait dans le temps. Moi, j'en ai beaucoup mangé quand j'étais petit, c'est la pomme de terre farcie. Ma grand-mère en faisait tout le temps, je ne sais plus pourquoi on n'en mange plus. Même dans les restaurants d'ailleurs, mais même chez soi, on ne pense pas en faire. Et pourtant, Dieu sait si c'est bon. Alors, même principe, vous avez mis, là vous mettez pas de foie de veau, hein, bien sûr, vous pouvez rajouter un peu de crème pour que ça soit onctueux, un œuf si vous voulez, vous pouvez il faut même mettre un œuf, vous mettez tout ça dans votre hachoir avec beaucoup d'herbe, et puis en voiture, vous faites marcher. Voilà, alors il faut que ça soit plutôt pas trop fin. Moi, j'aime quand il y a un peu de grain quand même. Il ne faut pas que ça ait l'air d'une pâtée pour chat. Hein. Il faut que ça soit un petit peu onctueux. Donc, on a ça, on rajoute un œuf, un peu de crème. Pas obligé de la crème, enfin, on peut. Des herbes, je vous l'ai dit, du sel, on poivre bien. Et on prend une tomate, on prend une pomme de terre. Alors, les pommes de terre, on prend des pommes de terre, évidemment, des vieilles pommes de terre. On ne prend pas des pommes de terre nouvelles, parce que sinon, ça ne va pas fonctionner. On l'appelle. On prend, vous voyez là j'ai commencé, alors il y a un petit chapeau qui s'installe comme ça, même principe que la tomate farcie, et puis avec cet ustensile particulier qui ne sert qu'à ça, et également à faire les pommes fruits, et bien vous creusez tranquillement, voilà, et puis vous allez avoir un trou, et puis vous allez mettre votre farce là-dedans, et vous la mettez dans une cocotte, et vous savez ce que faisait ma grand-mère? Eh ben, elle mettait des petits lardons dans le fond de la cocotte, elle rangeait ses pommes de terre très soigneusement, et comme on cuit fermé, on met un petit peu de bouillon, on garde toujours, vous vous souvenez qu'il faut toujours garder un petit peu de consommé, et on met un petit peu de consommé dans le fond de la cocotte, et alors tout ça va être fondant, moelleux, onctueux, on écrase la pomme de terre avec la farce, et évidemment on se régale. Si vraiment vous ne réussissez pas à faire ça, faut abandonner, hein, parce que c'est tellement enfantin. Ah, un petit truc sur la tomate farcie, je vous le dis comme ça. Bon, pareil, vous faites un petit chapeau, tenez, ça, imaginez que ce soit une tomate, hein. C'est pas que je ne veux pas vous montrer une tomate, mais puisque je l'ai dans la main. Vous imaginez ça, vous enlevez les pépins à l'intérieur, et que les pépins, et à ce moment-là, vous allez saler l'intérieur de la tomate, vous allez la retourner sur une grille de votre four qui ne sert à rien parce que vous avez plusieurs grilles, vous la mettez comme ça, vous voyez, imaginez, ça c'est la grille du four, ça c'est une tomate, vous voyez ce qu'on arrive à faire avec de la télé, et là l'eau va s'égoutter, donc ça ne va pas être détrempé, votre tomate quand vous allez la faire cuire, ne va pas se ratatiner dans le fond de votre plat, elle va garder un petit peu de forme, ce sera simplement l'eau de végétation qui sera partie et qui sera tombée. Alors, on a donc vu ce qu'on pouvait faire avec la viande du pot-au-feu. Le Irish stew, on essaie d'acheter de la viande
suffisamment pour le nombre de convives, de façon à ne pas avoir de reste, car on ne peut pas faire grand-chose avec. On peut simplement récupérer des morceaux et rajouter ça à une farce ou à quelque chose de ce genre. Mais il n'y a pas vraiment, à mon avis, de plat précis à faire avec les restes. Ah, le poulet, si, avec la poule au pot. Alors, vous pouvez faire une jolie salade, si vous voulez, et vous avez un très très charmant prétexte pour faire un vol au vent financier. Je vous en parlerai dans la cassette des tartes, parce que ça se fait évidemment avec une pâte, et la garniture, je vous expliquerai ça dans l'autre cassette. Mais mettons de côté le reste de poule au pot pour faire un vol au vent. Et puis vous avez le gigot de 7 heures, le gigot froid, il va vous en rester. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous pouvez faire une salade, si vous voulez. Comme vous avez fait une salade de bœuf, vous pouvez parfaitement faire une salade de mouton de 7 heures. Vous pouvez également faire avec le manger froid, avec une belle salade, bien relevée, un peu croquante. D'ailleurs, tous les plats, la pomme de terre farcie, le hachis parmentier, ça se mange avec une bonne salade, une salade un peu croquante. Vous savez, en hiver, on trouve par exemple de la cornette ou alors une belle scarole, bien assaisonnée, bien relevée, avec un vinaigre de qualité. Et là, tout ça, on va encore retrouver ça dans la cassette des salades. Voilà, grosso modo, ce qu'on peut faire avec les restes de notre famille des bouillis. Ah, si, encore, mais oui. Quand vous avez des restes de poté, et on a toujours des restes de poté, vous savez ce qu'on fait? On les mange le matin froid à 10 heures, avec un petit coup de blanc et un bon morceau de pain de campagne, ou bien le soir, on se fait un petit plateau de restes, et qu'est-ce qu'il y a de meilleur qu'une morteau ou qu'une saucisse de Montbéliard froide? Qu'est-ce qu'il y a de meilleur qu'un morceau de palette fumée froid avec un peu de moutarde, un cornichon fait maison? Non mais qu'est-ce qu'il y a de meilleur? Je vous le demande. Un petit bout de jambonneau le matin avec un petit coup de blanc. Ça me fait penser que je vais prendre un petit coup de rosé. Moi par contre, le gratin doit être prêt. On va passer à table. Voilà ce qu'on peut faire avec les... voilà ce qu'on peut faire finalement avec les restes. Maintenant, vous savez faire des bouillies, tous les plats de la famille des bouillies. Il faut savoir dans quelles circonstances on les sert, qui on reçoit quand on fait un bouilli, et ce qu'on mange avant et ce qu'on mange après. Il y a en gros deux types de dîners. Il y a les dîners de copains, les dîners sympas, ce qu'on appelle le dîner à la bonne franquette, et puis il y a le dîner social, le dîner, entre guillemets, obligé, celui qu'il faut faire pour des conventions, pour des raisons sociales. Donc dans les deux cas de figure, il faut quand même que ce soit amusant, gai et surtout que ce soit bon. Car n'oubliez pas une chose, dès que c'est bon, c'est gagné. Donc vous ne faites pas de soucis, vous savez faire un bouilli, vous allez gagner. Bon. Un tout petit point. Si vous recevez, là par exemple, votre patron et sa femme, ne vous avisez pas de faire une langue de bœuf, même si vous la réussissez parfaitement, pas plus qu'une tête de veau. Ça risque d'être raté parce que l'un ou l'autre n'aime pas ça. C'est difficile de passer un coup de fil en disant on fait un dîner tête de veau. Est-ce que ça vous amuse? C'est pas possible socialement. Donc tout ce qui est tripe, tout ce qu'on aime finalement, la tripaille, il ne faut la faire qu'avec des intimes, avec des gens avec lesquels on peut facilement dire dis donc t'aimes ça, on se fait une tête de veau. Oui, non, c'est simple à faire. Dès que c'est social, pas de triperie, il y a danger. Donc, ça, c'est une règle impérative à respecter. Donc, on se trouve en face des bouillies. Le bouilli, a priori, c'est un plat unique. On s'installe, on boit un petit coup avant, un apéritif, et puis on se met à table et on attaque ce plat roboratif, généreux, convivial qu'est le bouilli. C'est valable pour la potée, bien entendu, le pot-au-feu, c'est évident, et puis également pour le hoche-pot. Quoiqu'encore dans le hoche-pot, si vous faites un hoche-pot, n'oubliez pas de langue de bœuf, pas de langue de veau, rien de tout ça. Uniquement des viandes communes, habituelles, que tout le monde a priori peut aimer. Dans ces cas-là, il n'y a pas besoin d'entrée. Ça n'est pas nécessaire. Sauf peut-être le consommé, vous le servez en tasse, vous le servez dans un bol, on sert le consommé dans le cas de la poule au pot et dans le cas du pot-au-feu, parce que
consommé est très relevé, il est choisi, il a été bien fait, on en est fier, et dans ce cas-là, on le sert. Sinon, rien. Peut-être une entrée froide et encore pas sûr, mais dans tous les cas de figure, quelque chose qui ne vous oblige pas à vous lever. Il faut qu'au moment où on passe à table, l'entrée soit sur la table, servie. N'oubliez pas, madame, on a envie de vous voir. On a envie d'être avec vous à votre table. Donc passez pas votre temps dans la cuisine, restez avec vos invités. C'est ça qui est l'essentiel, et c'est avec ça que vous gagnerez cette bonne soirée, ce bon dîner que vous avez préparé. Donc, vous voyez, très simple, rien d'autre. Alors, si vous faites un bœuf à la ficelle, par exemple, alors là, le bœuf à la ficelle, c'est comme si vous serviez un rôti. Donc, vous pouvez vous permettre, là, d'être un peu plus original. Moi, je vous conseille un vol au vent. Un vol au vent dans lequel vous allez limiter l'intervention des abats. Là, avec ça, vous avez gagné. C'est une entrée un peu riche. Là, vous pouvez recevoir votre patron avec ça. Là, vous savez faire ça. Et vous le réussirez. Bon, si vous voulez faire un Irish stew, par exemple, ou le gigot de 7 heures, alors dans ces deux cas-là, ce sont des plats qui sont costauds, roboratifs, mais ça serait bien d'avoir une petite entrée avant. Moi, je vous propose une salade un peu sophistiquée. Vous voyez, un haricot vert, une tranche de foie gras, je sais bien, vous allez me dire, c'est une salade folle, on connaît. Mais justement, vous allez la réussir parce que vous allez savoir faire impeccablement cuire vos haricots verts. Et ça, c'est la force. Haricots verts croquants, puis vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez dessus. Vous pouvez aussi servir des huîtres. En hiver, ça c'est formidable. N'en servez pas trop, n'épatez pas avec un énorme assortiment de fruits de mer. Simplement 6, 9 huîtres, petites, mais de très belle qualité, bien fraîches, de bonne origine. Vous pouvez faire un sauté de palourde, par exemple. Ça c'est très simple aussi. Vous voyez, toujours une entrée extrêmement légère. Si vous tenez absolument à une entrée, vous en faites une, mais il faut que ça soit simplissime, rien de compliqué. Restez à table. Ensuite, vous servez votre plat, donc ça va, vous êtes rassuré, la conversation suit son cours, tout le monde est heureux, il y a de l'humour, il y a de la fantaisie. Et derrière ça, qu'est-ce qu'on sert? A priori, pas de salade, c'est pas la peine, il y a beaucoup de légumes dans les plats, sauf peut-être derrière le Irish stew, derrière le gigot de 7 heures, une jolie salade légèrement crémée ou parfaitement assaisonnée avec quelques herbes. Là aussi, c'est bien. Là, on passe au fromage. Alors, les fromages, ne vous embêtez pas à un énorme plateau de fromage. Choisissez, et ça c'est important, choisissez le bon fromager qui vous fournira le bon fromage, celui qui est à cœur, le fromage de la saison. Alors là, vous avez le choix. Du Saint-Nectaire, vous avez des reblochons, vous avez des camemberts, des Pont-l'Évêque éventuellement. Ne vous avisez pas de vous balader du côté des fromages, ce qu'on appelle des fromages à goût, des fromages costauds, des fromages qui ont du nez. Le maroilles, le Livaro, le Münster. Vous risquez de fusiller un dîner avec ça. Donc vraiment, restez très classique, pâte fleurie, pâte cuite, rien d'autre. Peut-être vous pourrez ajouter un beau bout de Beaufort, un morceau de comté, un emmental, rien d'autre. Des fromages français, 1 ou 2 points. Là, c'est gagné. Et ensuite, on passe au dessert. Alors, comme ce sont des plats très conviviaux, des plats de famille, des plats de ménage, vous pouvez toujours raconter que c'est votre grand-mère qui vous a appris la recette. Ça marche toujours. Je vous l'ai fait plusieurs fois, ce coup-là. Alors, donc là, une mousse au chocolat, vous savez la réussir. Vous ne la raterez pas, vous aurez gagné. Vous pouvez faire une tarte fine aux pommes. Vous savez, la petite tarte fine, regardez la cassette tarte fine aux pommes, c'est les rognures de pâte feuilletée, des pommes très minces. Là aussi, vous avez gagné. Si vous avez un matériel pour faire de la glace, si vous avez la grande turbine, alors l'idéal, évidemment, c'est de la glace. Si vous n'avez pas ça, allez dans les grandes surfaces ou allez dans les magasins spécialisés qui vendent des produits congelés et vous allez trouver des glaces industrielles. Je vous rassure tout de suite, les glaces industrielles en France sont bonnes. Nous sommes peut-être le seul pays en Europe à avoir une législation très sévère. Les glaces, les crèmes glacées industrielles ne sont faites qu'avec des produits lactiles. On ne peut pas en dire autant des autres pays, mais nous, on a ça pour le moment, alors on en profite. Une belle glace à la vanille, n'oubliez pas, vous la sortez du congélateur avant le dîner, vous la laissez dans votre réfrigérateur de façon à ce qu'elle ramollisse. Servez pas un morceau de béton glacé, ça serait inutile. Donc, une glace, il faut que ça soit onctueux, crémeux. Je vous rappelle, ça se mange à la fourchette. Servez à côté une cuillère, pour ceux qui ne savent pas, la glace à la fourchette. Et puis, peut-être que
pendant l'été, vous aimez faire des conserves, vous aimez faire des fruits au sirop. C'est le moment de les ouvrir, c'est le moment de les ouvrir. Vos belles pêches de l'été, eh bien vous les ouvrez, vous les servez avec une glace à la vanille et un coulis de framboise. Framboise, là alors vous pouvez prendre du congelé, vous faites un coulis, ça sera absolument parfait. Vous pouvez servir aussi des cerises, vous pouvez servir des poires en hiver, on trouve plein de poires fraîches, vous les faites juste pocher, un joli sirop, et puis là, vous mettez votre coulis cassis si vous voulez, et puis une boule de glace à la vanille. Avec les poires, mettez donc un chocolat chaud. Vous savez, vous faites fondre du chocolat, et puis vous servez ça dans une saucière. Là, ça va marcher. Alors donc, aussi, d'autres desserts très conviviaux, c'est les œufs à la neige. Tout le monde aime ça. La crème renversée, ça... C'est bêtasson à faire, c'est enfantin. Faites donc tout ça. Là, vous avez vraiment gagné. Vous voyez, c'est toujours simple de recevoir. N'oubliez pas, convivial, soyez détendus. Ne servez des plats que vous avez déjà faits. Ne vous avisez pas de servir le premier pot-au-feu de votre vie à un dîner un peu compliqué où les rapports entre les gens risquent d'être un peu difficiles. Non, assurez. Les dîners sociaux, il faut les assurer. Les dîners de copains, c'est pas grave. Tout s'arrange toujours parce qu'on est avant tout des amis. Simple, simplicité, convivialité, bonne humeur, et vous avez gagné.